Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de SpaceHack, le premier space dédié au club doyen. Alors après une semaine internationale et une courte victoire à Pau, nos Havrais devaient continuer leur belle saison face à l'homme avant Guingamp samedi dernier. Affaibli entre autres par une infirmerie bien remplie, nous y reviendrons dans ce space. Mais ce soir, nous aurons surtout la chance d'échanger avec un invité que nous apprécions tout particulièrement du côté du Havre et de la Normandie. Nous le présenterons juste après notre tour de table habituel. Alors comme vous avez pu le constater, votre voix habituelle n'est pas là aujourd'hui. Romain est souffrant, donc il est quand même là à écouter l'émission. Salut Romain. C'est pas le fait de s'être fait traiter de dinosaure sur Twitter par les petits jeunes supporters du hack qui l'a mis KO, mais on espère que tu te remettras bien vite de cette maladie. Tel un Bertrand Renard, il fait chauffer sa calculatrice pour savoir quand le hack pourra valider sa montée en Ligue 1. JC est avec nous ce soir. Salut JC. Salut Guillaume, salut la team. Alors, il a prévu de poser 5 semaines de vacances minimum pour assister au match de la montée, même si on espère qu'il en aura besoin de moins. Clément est en notre compagnie ce soir. Salut Clément. Bonsoir à tous. Alors, j'avais fait une présentation pour CSC, je vais le faire quand même. Il l'écoutera dans le replay éventuellement. Donc, il a joué en U19 à Octeville, club qui est cher à notre invité. On en profitera pour lui demander s'il mettait déjà des buts contre son camp à l'époque. CSC nous rejoindra plus tard dans l'émission. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention. On vous fait entrer dans les débats à n'importe quel moment. Et n'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous. Et bien sûr, le chat lié au Space. Il est le plus havrais des pailladins, même si ses couleurs actuelles sont le bleu et le orange. Nous savons du côté du Havre qu'il a le sang ciel et marine. Quel drôle de mélange, n'est-ce pas? Il a commenté les matchs du club doyen pour France Bleu Normandie de 2015 à 2019. Il s'est enflammé avec nous et pour nous sur les buts de Tino, de Mateta et Zinou Ferrat. Il a aussi connu des déceptions avec nous, vous l'aurez sans doute reconnu. Bertrand Quenet est dans SpaceX ce soir. Salut Bertrand. Bonsoir à tous. Merci d'être Très parmi heureux nous. d'être avec vous. Ouais, T'as ouais. déjà fait un impair, t'as dit bleu et orange. On dit orange et bleu ici. Alors orange et bleu, excuse-moi et désolé à tous les supporters de Montpellier. Comment ça va Bertrand? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai répondu favorablement à votre demande avec un très très grand plaisir, très sincèrement, parce que c'est le Havre, comme vous le savez, comme certains le savent ou certaines le savent, c'est assez particulier pour moi. Donc une demande qui concerne le Havre, en principe, c'est toujours oui. Ça faisait un moment, pour pas te le cacher, que on parlait de t'inviter dans l'émission. Donc là, l'occasion s'est présentée. Donc, et on est super content de t'avoir avec nous ce soir. Et on a beaucoup de choses à évoquer avec toi. Donc on va pas passer 3 heures non plus. Un grand plaisir. Mais on va revenir sur tout ça. Et d'abord, avant de parler du hack, on aimerait avoir un petit avant-goût de Ligue 1 avec toi. On aimerait sentir le parfum de l'élite. Alors dis-nous comment ça se passe à Montpellier. Eh ben, écoute, on est déjà content d'y rester, nous en Ligue 1 à Montpellier, parce que c'était pas gagné il y a encore quelques mois. Et a priori, c'est pas bon, c'est toujours pareil, c'est pas mathématiquement validé, mais c'est acté. Montpellier sera en Ligue 1 la saison prochaine et ça se passe bien, ça se passe bien. C'est un club qui est passionnant à suivre, comme l'était le Havre pour d'autres raisons, mais pour des raisons parfois un peu similaires. C'est un club à taille humaine, il y en a pas beaucoup en Ligue 1. C'est un club familial. Il y en a pas beaucoup non plus en Ligue 1 et dans le football en général. C'est un club accessible. C'est un club qui se comporte presque comme un club de Ligue 2, mais en évoluant en Ligue 1 et avec la compétence et le talent pour pouvoir évoluer en Ligue 1. Donc c'est un club qui est passionnant à suivre. C'est un club qui a une très riche histoire, même s'il est assez jeune dans la reprise par Louis Nicolas en 74. Je me régale franchement depuis bientôt 4 ans. C'est la 4e saison actuellement. Je prends autant de plaisir que j'en ai pris au Havre pendant 4 ans aussi. Ouais, c'est ce que je me disais quand on a su que tu rejoignais Montpellier. C'est vrai que je me disais que au niveau continuité, ça serait vraiment le club idéal, comme tu dis, à taille humaine, avec un esprit familial. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que tu t'éclates là-bas dans le commentaire. Et puis avec ton émission 100% paillade, qui a l'air de bien fonctionner, donc c'est top. Tu parlais tout à l'heure du maintien en Ligue 1. Aujourd'hui, Montpellier est 13e, à 8 journées de la fin. Même si les 4 prochaines rencontres, ça va être vraiment très chaud, puisque Montpellier va affronter Lille, Rennes, Monaco et Lyon dans cet ordre. L'avenir en Ligue 1, oui, est assuré pour Montpellier. Ouais, il est assuré parce qu'aujourd'hui ça va pas très vite derrière. Donc j'ai vu passer une stat aujourd'hui dans l'équipe qui disait que a priori les quatre derniers actuellement bougeraient plus. Donc
Bon, on a compris après le dernier point pris au Vélodrome par Derzac qui a fait un sans faute jusqu'à hier contre Toulouse que les 20 points pris en 10 journées suffiraient à se maintenir en Ligue 1. C'est pas mathématique, mais a priori 37 points c'est suffisant. Alors à Montpellier, le coach continue de dire qu'il en faut encore une ou deux. Officiellement, tu vois, la fameuse barre des 42, mais il faudra pas 42 cette saison pour se maintenir en Ligue 1, ce sera en dessous. Ouais. Donc oui, le maintien est assuré désormais, quoi. Personne le dit officiellement, mais le maintien est assuré aujourd'hui. L'arrivée de Michel Desarcarian, tu en as parlé tout à l'heure, a changé la donne, puisqu'avant la réception de Toulouse, Montpellier était invaincu. Qu'est-ce qu'il a plus que les autres? Est-ce que, comme Pascal Duprat, il fait tout mieux que ses prédécesseurs, le melon en moins? Ouais, on peut le résumer comme ça. Il a certainement pas le melon de Pascal Duprat sur la déclaration que j'ai vu passer, ça c'est une certitude, parce que Michel Derzakarian est plein d'humilité et depuis qu'il est revenu, il refuse de dire que c'est grâce à lui ou à son staff, mais c'est évident que Michel Derzakarian était l'homme de la situation. On a beaucoup critiqué le club et la direction et sans doute à juste titre pendant un an sur la gestion de l'effectif, du vestiaire, de l'entraîneur, des mercatos. Mais il y a une chose qu'il faut pas enlever, c'est que le président qui a décidé beaucoup tout seul dernièrement, et notamment l'entraîneur, pour le coup a fait le choix le plus juste possible. Michel Derzakarian, il a en plus des autres de très bien connaître le club, de très bien s'entendre avec les dirigeants, d'être soutenu par à peu près tout le monde, donc de faire l'unanimité, ce qui n'était pas le cas d'Olivier Dalloglio, qui quand même a réalisé une super phase. Moi, je me suis régalé pendant 6 mois avec Olivier Dalloglio, qui a réalisé une phase aller sur sa première saison absolument fantastique, et tout le monde était d'accord pour dire que le jeu était incroyable à ce moment-là. Et ensuite, Romain Pitot, personne ici n'incrimine vraiment Romain Pitot et de manière officielle, parce que Romain Pitot, c'était tout simplement sans doute pas ça enlève rien finalement aux qualités, tu vois, des hommes ou des entraîneurs, mais ils sont parfois juste pas du tout adaptés à la situation du moment. Ouais. Et au-delà de ce qu'on peut penser d'un entraîneur, il y a ce paramètre qui est hyper important. Et Romain Pitot, c'était un entraîneur sans expérience qui avait été l'adjoint d'Olivier Dalloglio, donc qui reprenait derrière le coach et derrière une période ultra douloureuse et ultra difficile avec un vestiaire complètement au fond du trou, et qui, ayant fait partie du staff, avait beaucoup moins de levier qu'un œil extérieur. Alors Michel Derzakarian, il n'est pas tout à fait extérieur parce qu'il a déjà été l'entraîneur et qu'il a réussi ici, mais il est extérieur dans la mesure où il était parti pendant 1 an et demi. Ouais. Et du coup, en revenant, en connaissant que 5-6 joueurs sur les 20 du groupe professionnel véritablement, même s'il y a quelques jeunes qu'il avait aussi supervisés quand il était déjà l'entraîneur et qui eux jouaient en réserve ou en U19, il est venu insuffler un souffle complètement différent, une dynamique complètement différente, une méthode de travail et des principes de jeu beaucoup plus clairs sans doute que ce qu'avait pu mettre en place Romain Pitot, encore une fois avec toutes les pincettes et les réserves que j'aimais dans la critique vis-à-vis de ce qu'il a pu faire, parce que entraîneur catapulté par son président du jour au lendemain dans une équipe sans dessus-dessous. Et là encore, idem, j'incrimine pas totalement Olivier Dalloglio, loin de là. Sur le pourquoi du comment l'équipe s'en est retrouvée là, il est loin d'être le seul fautif. Le mercato est également à ce moment-là largement incriminable. Donc voilà, c'est une succession d'erreurs, une succession de responsabilités diverses et variées, et Michel Derzakarian, il est arrivé avec sa poigne, avec sa gouaille, avec son autorité et avec son côté un peu militaire. Qui voilà, t'as des joueurs des fois ils ont besoin d'entraîneurs qui tapent, t'as des joueurs qui ont besoin d'entraîneurs qui parlent uniquement de football, et c'était le cas d'Olivier Dalloglio. T'as des joueurs qui et ici à Montpellier, je pense que Michel Derzakarian, il y a aussi un côté, tu vois, il y a un côté que j'ai découvert moi ici, c'est un côté sudiste, c'est un côté où on aime le verbe haut, on s'offusque pas de se faire dire les choses sans détour, voilà, on dit les choses en se regardant dans les yeux, on les dit dans le sud, sans doute comme on les dit pas chez nous dans le nord. Et je dis chez nous, évidemment, je suis toujours normand et je revendique, et voilà, c'est Michel Derzakarian, il est adapté à ce club, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on était sur une fin de cycle quand il est parti, mais on est sur un nouveau cycle quand il revient, et tout se passe bien, et les joueurs adhèrent, et lui, il sait parfaitement comment les tenir, les Savanier, les Casery, les Ferry, tous ces joueurs-là, il sait parfaitement comment les manipuler.
Manipuler dans le bon sens, les manier, Oui, les oui. manier, pas les. Je pense que tout le monde aura compris. Est-ce que vous avez des questions parmi les auditeurs? JC, je crois que tu as une question à poser à Bertrand au sujet de Montpellier. En fait, oui, il a un petit peu répondu à ma question, Bertrand, mais maintenant, le fait que le Montpellier soit maintenu, quels pourraient être un petit peu les objectifs finalement sur du moyen terme? Alors, en termes de saison, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'un objectif Europe, ça peut être quelque chose qui soit dans les cordes ou pas pour un club comme Montpellier qui dit familial finalement? Bah en fait, c'est une bonne question. C'est que sur cette saison, l'objectif des joueurs, c'est de terminer dans le top 10. Ce sera difficile parce qu'il y a quand même un petit fossé avec Lorient et que Guillaume rappelait tout à l'heure le calendrier, notamment sur les 4 prochains matchs, qui est très compliqué. Mais l'objectif des joueurs, c'est de finir dans le top 10. On pourrait penser qu'une fois maintenue, une équipe finit en roue libre. Je crois pas que ce sera le cas sur cette saison-là à Montpellier, dans la mesure où Montpellier a beaucoup, et les joueurs ont beaucoup souffert des 6 premiers mois de la phase aller et de la période précédente. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté à la fois chez eux de revanche collective, individuelle pour certains. Il y en a qui ont des stats à aller chercher, notamment Eli Wahi, le meilleur buteur du club. Et puis d'autres garçons également qui ont encore des choses à prouver s'ils veulent continuer l'aventure à Montpellier. Après, ça c'est le premier élément de réponse. Le second, c'est qu'avec Der Zakarian, je pense qu'il est impossible de finir en roue libre une saison parce qu'il a un côté père fouettard qui vous empêche, si vous en avez envie, de le faire. Et après, donc je pense que voilà, top 10, difficile, mais ambition. Pas officiellement affiché, mais par l'entraîneur et le club, mais par les joueurs de plus en plus. Et après, sur les saisons à venir, Laurent Nicolin officiellement rêve de jouer un jour l'Europe. Je pense moi, et j'en suis intimement persuadé depuis un moment, il n'a pas forcément envie de la jouer trop rapidement parce qu'il y a un projet nouveau stade ici à Montpellier Ah qui oui. doit voir le jour en 2026. Et jouer l'Europe aujourd'hui avec le stade de la Mosson qui t'empêche, quoi qu'il arrive, de rentrer de l'argent, parce que tu peux rien faire aujourd'hui à la Mosson à part ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas le remplir totalement parce que c'est difficile d'accès, que c'est en ville, que c'est dans le quartier de la Mosson qui est pas simple, que tu peux rien faire autour. En termes de commerce, en termes de vie, en termes de bar, en termes de resto, tu peux rien faire. Donc la Mosson a une histoire fantastique, mais la Mosson est vouée à disparaître en tant que stade du MHSC. En tout cas, si le projet stade finit par accoucher, parce qu'il a été plusieurs fois repoussé, mais bon, il y a une volonté visiblement farouche aujourd'hui, y compris du club et des pouvoirs publics, que ça aille au bout et que ça soit en 2026. Et Laurent Nicolin, il veut pas forcément, à mon avis, au fond de lui, bah, tu craches jamais sur l'Europe. Si demain il finit 6e ou 5e, évidemment qu'il apprend. Mais l'Europe, c'est quand même énergivore quand t'as pas l'effectif pour la jouer. Et c'est quand même assez risqué. On s'en est aperçu avec certaines formations par le passé et même dans un passé assez récent. Ça te pompe quand même une énergie parce que quand tu finis 5e, 6e, 7e, que tu dois jouer des tours tu vois, la Conference League ou des tours préliminaires, etc., c'est quand même ultra énergivore. Et quand t'as pas l'effectif, aujourd'hui, Montpellier a pas les reins assez solides financièrement pour construire un double effectif qui te permet de jouer sur 2 tableaux, dont un européen. Donc si c'est jouer l'Europe pour jouer 2 tours et se faire éliminer, mais avoir pompé une énergie folle et avoir recruté des joueurs qui, une fois que tu es éliminé en Europe, en n'ont plus rien à cirer du club, c'est quand même très risqué. Donc voilà, il y a une volonté de jouer l'Europe. Évidemment, après que Michel Derzakarian, c'est son rêve, c'est la raison pour laquelle il est parti de Montpellier, c'était parce qu'il espérait avoir un coup de fil d'un club européen. Évidemment qu'un TJ Savanier, qui est tout proche de l'équipe de France, rêve de jouer la Coupe d'Europe, que les garçons comme bah voilà, enfin, je veux dire, après tout l'effectif, mais des garçons qui en plus ont un très haut niveau, comme Lecomte, comme TJ Savanier, comme c'était le cas avant d'Andy Delors, voilà, de tous ces joueurs-là, évidemment, qui rêvent de jouer l'Europe. Donc eux, tu vois, t'as une espèce de, de volonté commune, mais de timing différent, on va dire. À mon avis, voilà, t'as un timing Laurent Nicolin et t'as un timing vestiaire. Ça marche. Merci JC pour ta question. Clément, tu as peut-être une petite question vite fait sur Montpellier avant qu'on passe sur le hack. Par rapport à Montpellier et Bertrand, pas forcément. T'as un peu répondu à ce que j'allais te demander. C'était quoi le but de Montpellier pour cette fin de saison? Bien, j'ai bien compris. Du coup, préparer la prochaine, j'imagine.
Et est-ce que du coup, au niveau transfert, comment ça se passe du coup à Montpellier? Est-ce que c'est comme OA qui sont piqués les meilleurs joueurs ou est-ce qu'ils arrivent quand même à garder, je pense justement à TJ Savanier, à garder ces joueurs-là d'année en année? C'est une très bonne question et en fait c'est assez différent du hack et j'espère que vous le découvrirez très tôt. C'est que le fait d'être en Ligue 1 te permet quand même de garder des joueurs. Aujourd'hui, être en Ligue 2 avec un centre de formation comme celui du hack te permet pas de les garder. Te permet pas de les garder si t'as pas en plus une politique sportive comme tu as eu à mon avis dans le passé, mais on pourra en parler peut-être, mais que t'as plus aujourd'hui. Elle est quand même assez différente avec Mathieu Bodmer et je pense que des garçons comme Mathieu Bodmer et tous ceux qui l'entourent sont quand même beaucoup plus convaincants que pouvait l'être Vincent Volpe tout seul et Pierre Vantier. Mais il n'en demeure pas moins que garder des joueurs en Ligue 2 aujourd'hui, quand tu t'appelles Le Havre avec un centre de formation d'une telle qualité, c'est impossible, voire, enfin, c'est hyper compliqué, voire impossible. Quand tu t'appelles Montpellier, t'es quand même, il y a un bon centre de formation ici, hein, il y a un très bon centre de formation. T'as des joueurs dans à peu près toutes les catégories, t'en places régulièrement dans à peu près toutes les catégories équipe de France. Tu sors des joueurs dernièrement qui sont quand même loin d'être à chier. Hein, tu joues aujourd'hui avec, tu vois, la référence c'est un peu 2012 où tu joues avec la moitié de ton centre de formation. Bah aujourd'hui, tu fais des feuilles de match où tu as parfois presque, enfin, t'en as eu dans la dernière année et demie ou 2 ans avec Olivier Dalloglio où tu avais parfois plus que la moitié de ton centre de formation sur le 11 de départ ou en comptant le banc. Donc c'est quand même pas rien de pouvoir performer et rester en Ligue 1 et tu vois, tu as joué un tout petit peu le maintien cette saison, mais t'as quand même pas joué le maintien sur les saisons d'Herzak et tu jouais quand même avec quelques jeunes. Je veux dire, d'Herzak, il a quand même lancé un Chotard. Joris Chotard, s'il avait été sorti au Havre, il serait pas resté, il serait parti. Joris Chotard aujourd'hui est toujours à Montpellier, toujours sous contrat. Eli Wahi serait pas resté. Eli Wahi, ça aurait été, c'est un peu le Lys Mousset de l'époque et le Havre avait pas su le conserver et à une échelle différente en Ligue 1, bah, Montpellier a réussi à le conserver jusqu'à présent. Alors pareil, il partira cet été. Mais je veux dire, c'est des garçons quand même qui ont pu évoluer 2, 3 saisons, 4 saisons pour Chotard avec Montpellier. Donc tu arrives quand même plus facilement à garder tes jeunes, tu vois. Même si, attention, il y a bataille quand même. Hein. T'as des clubs aujourd'hui. Il y a Khalil Fayad qui est une des dernières pépites, comme on dit, du centre de formation, qui commence à évoluer en Ligue 1 avec Montpellier, qui est un super joueur, un milieu de terrain. Ben, ça a été difficile de le faire signer à Montpellier parce que c'était un joueur qui était très convoité, notamment à l'étranger. Donc, tu as des clubs comme Red Bull, etc., qui viennent te chercher, te piller un peu tes meilleurs jeunes quand tu t'appelles Montpellier, parce que forcément. Après, en plus, la difficulté pour ces joueurs-là, mais on le voit aussi en Ligue 2 avec des joueurs du HAC qui évoluent dans les équipes de France jeunes, c'est que ces joueurs-là, s'ils sont pas utilisés, c'est là que Montpellier est fort et que Le Havre est fort aujourd'hui, c'est que ces joueurs-là, ils sont utilisés. Donc déjà, ça te prémunit quand même de te les faire piller. C'est-à-dire que si tu as des super joueurs que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, mais que les clubs, parce que c'est pas la politique, parce qu'ils ont rien compris ou parce que l'entraîneur leur fait pas confiance, les fait pas jouer, là le danger il est maximum. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ils sont ou ne leur donnent pas de contrat, c'est aussi autre chose. Mais ces joueurs-là, ils sont dans leur club, soit sans contrat, soit avec un premier contrat, peu importe. Ils évoluent en équipe de France avec des joueurs qui jouent, qui ont un contrat pour le coup à Lyon, où ils gagnent déjà des sommes folles, à Paris, à Monaco, à Rennes, où tu veux, et toi, t'es Montpellier, ou t'es Le Havre en Ligue 2, ou t'es n'importe qui, hein, c'est pareil avec n'importe qui tient des super joueurs. Ces joueurs-là, ils se confrontent à des joueurs qui, quand ils sont en rassemblement, leur disent alors, t'en es où? Bah, moi, j'ai pas de contrat, je suis au Havre, ou je suis au Havre, mais je joue pas. Et toi, t'es à Lyon, tu fais partie d'un effectif professionnel, alors peut-être que tu joues pas, mais en attendant, t'as un contrat quand même assez conséquent. Bah, ces joueurs-là, ils ont qu'une envie, c'est de partir. Je veux dire, une fois que et c'est parfois, moi, il y avait Francis de Tadeo qui est un super directeur de centre de formation qui est parti l'année dernière, qui est retourné à Metz, qui est celui qui a sorti les Pires, les Adebayor à Metz, qui a sorti Eli Wahi et d'autres à Montpellier. Et quand Eli Wahi n'était pas en équipe de France, parce qu'il est arrivé très tard en équipe de France, il me disait toujours, je bénis le ciel qu'il soit pas en équipe de France, parce qu'il n'est pas confronté encore à ces joueurs-là. Et donc, il n'a pas la volonté de partir. Voilà, il y a pas la jalousie ou en tout cas l'envie suscitée par les camarades que tu trouves en équipe de France et qui, comme je le dis, évoluent déjà dans des grands clubs en fait. Donc non, Montpellier, c'est un petit peu différent, mais il y a un petit peu quand même, tu subis quand même un petit peu la pression des marchés étrangers, la pression des gros clubs, tu la subis quand même. Mais
encore une fois, depuis 2 ans, on disait que c'était un peu moins vrai sous Derzac. Encore une fois, tu as des entraîneurs qui font jouer les jeunes et d'autres pas. On disait sous Derzac qu'il faisait pas trop jouer les jeunes parce qu'il est ultra exigeant. Mais en fait, au-delà de la volonté de l'entraîneur, quand Derzac est parti, il y a eu la crise Covid, il y a eu Mediapro, il y a eu tout ça. Et du coup, Montpellier s'est retrouvé dans la merde financièrement, vraiment, vraiment dans la merde. Le président a été obligé d'aller taper dans l'entreprise familiale pour réinjecter du pognon. Et ce qui s'est passé, c'est que il a dit, bah écoute, à son entraîneur, à sa direction sportive, etc. Il a dit, acheter des joueurs comme on faisait avant, on n'en a plus les moyens pour une certaine période. On va se serrer la ceinture, donc centre de formation. Ce qui fait que sous Dalloglio, qui était un entraîneur très formateur, les jeunes du centre ont eu toute leur place et que Derzac là est revenu. Il est sans doute un peu moins friand des jeunes joueurs que certains coachs, mais il leur fait confiance quand même. Khalil Fayad, il joue. Loubatir Bonjemba, c'est des très très jeunes joueurs, ils sont sur le banc en ce moment. Eli Wahi, évidemment, qui joue. Enfin voilà, je veux dire, il y a de la place à Montpellier pour les jeunes. Ça marche. J'ai fait intervenir Gilles, puisque, a priori, Gilles, tu voulais poser une question à Bertrand. Vas-y, Gilles. Bonsoir Bertrand, bonsoir les amis. Salut, Gilles. Alors Salut Gilles. Salut Bertrand. Je peux pas la faire intervenir maintenant parce que tu te doutes bien qu'elle est couchée, mais t'as un gros bisou d'Anaël. Ça, c'est une petite. Que j'embrasse très fort. Entre nous deux. Très bien. Petite question, Bertrand. Alors, en préambule, je mets un gros cœur sur Romain parce qu'on a tous bien pensé à lui avant le coup d'envoi du dernier match, et puis on pense bien à lui encore, vu les moments difficiles qu'il a eu. Bertrand, juste une petite question. Ça fait quoi de vivre actuellement dans la ville qui est peut-être la plus à la mode de France en ce moment? Parce que j'entends Montpellier partout à toutes les sauces. Est-ce que dans la ville de Montpellier, tu sens que tu es vraiment dans un endroit où ça bouge très très fort? Gilles, pardonne-moi, j'ai pas entendu le début de ta question. Ça a coupé et j'ai pas entendu. Tu es probablement dans la ville qui bouge le plus actuellement en France, et est-ce que tu sens à ton niveau que Montpellier, c'est vraiment the place to be en ce moment, où vraiment ça bouge de tous les côtés, dans tous les domaines? Je sais pas si je suis. Alors déjà, je rebondis sur ce que tu disais en préambule. Je salue et j'embrasse Romain, qui on a en effet pensé très fort dernièrement. Et j'espère que ça va. Et ensuite, je suis. Alors, si ça bouge, tu parles de culture, de sortie, Oui, là, on est hors football, là, vraiment, ouais, sur tout ce qui est sur tout le domaine, parce que j'entends vraiment parler de Montpellier. Il y a une hype en ce moment sur Montpellier. À chaque fois, j'entends dire Montpellier. Il a envie de déménager, Gilles, j'ai l'impression. Non, du tout. Tu es en train de chercher un plan pour. Ouais, j'ai l'impression. J'ai il pas va te les demander moyens si t'as pas un appart là-bas. C'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Écoute, pour ce qui est de sortie, je suis peut-être pas la meilleure personne, la mieux placée, mais est-ce que Montpellier attire toujours autant? Je sais que ça a été vrai à une époque. Je sais pas si c'est toujours. Bah, si l'Hérault se remplit toujours un peu, je pense. Après, the place to be, je sais pas. Je sais pas. C'est une ville qui, ouais, c'est une ville qui bouge. C'est pas la ville qui bouge le plus en France à mon sens, mais c'est une ville qui bouge. C'est une ville agréable. Ouais, c'est un endroit agréable. Après, jusqu'à parler d'une hype, j'en sais rien. Je vais pas, tu vois, je vais pas partir dans une analyse si poussée parce que j'en sais rien. Mais je pense que c'est une ville qui attire toujours beaucoup, et un département qui attire. Après, le sud attire globalement, mais je sais pas s'il y a une hype. Peut-être, il y a peut-être plus une hype Montpellier qu'une hype Le Havre. Ça, c'est sûr. À tort, mais je sais pas, j'en sais rien s'il y a une hype Montpellier. Je vois qu'il y a Kamel Chibli qui écoute. Kamel Chibli, je me permets de le dire, du coup, qui est vice-président du conseil régional d'Occitanie, en charge du sport notamment, que je connais bien, et qui serait sans doute beaucoup plus à même de le dire que moi, mais même s'il s'occupe pas que de Montpellier. Mais en tout cas, oui, c'est une ville qui attire. C'est une ville qui attire, bien sûr. Ça marche. Alors, vous m'en voudrez pas, mais on va clore cette petite partie Montpellier-Rennes. Message à tous les supporters de Montpellier. Vous pouvez rester avec nous, hein, puisque vous en apprendrez peut-être plus et davantage sur éventuellement un futur adversaire en Ligue 1 l'année prochaine. Bertrand, du coup, donc j'aimerais qu'on revienne pour commencer sur tes années HAC. Et première question, toute simple, on te manque pas trop là-bas dans le sud? Écoute, tu sais, moi, je suis pas vrai au départ. Tout le monde le sait. Ça a été
ça a été dit assez vite. Je suis cané moi au départ, donc j'étais une sorte de cheval de Troie envoyé au Havre quand j'ai débarqué là-bas, mais en fait. Je sais pas si c'est un manque, mais oui, parfois c'est arrivé. On est toujours un peu nostalgique, je pense, de ce qu'on est, de ce qu'on a été, de ce qui nous a plu. Donc la Normandie au sens large me manque parfois, mais pas me manque pour y revenir. Et puis c'est pas en comparaison avec ce que je vis ici et avec la région dans laquelle je vis en fait. C'est simplement, enfin je veux dire, c'est simplement la famille peut te manquer, les amis peuvent te manquer, l'éloignement peut te manquer, je dirais presque ouais, que le cadre, etc. Et en fait, je vais être très franc avec vous, je ne suis pas revenu en Normandie depuis que je suis à Montpellier. Donc évidemment que ça fait long, ça fait quasiment 4 ans. Donc évidemment que en fait, c'est ça, voilà, c'est ce manque-là. Mais sinon, ouais, ça m'a manqué parfois et à la fois, ce que je vis ici fait que je suis très heureux, quoi. Moi, je suis très heureux partout. Moi, en fait, moi, je fonctionne beaucoup au projet et le projet ici, il était fantastique, comme l'était le projet AC, Le Havre et France Bleu Normandie à l'époque quand j'ai signé là-bas. Et donc voilà, je regarde plutôt devant que derrière, mais parfois il y a un petit côté nostalgie. Puis ouais, ma Normandie parfois me manque évidemment. Et puis pas que Le Havre, Cherbourg me manque parce que c'est mes origines familiales. C'est mes origines paternelles. Caen me manque pour d'autres raisons aussi assez personnelles et familiales. Et Le Havre me manque pour plein de gens que j'aurais envie de croiser au Havre et pour plein de lieux dans lesquels j'aurais envie de repasser quand j'y retournerai. Mais c'est prévu, j'y retournerai prochainement. Ouais, bah, écoute, on t'invite, hein, venir voir éventuellement le dernier match de la saison, là, contre Dijon. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, et j'avais prévu d'ailleurs d'aller voir Le Havre ce week-end contre Nîmes. Ah oui. Puisque c'est la porte à côté et que aller voir Le Havre battre le Nîmes Olympique quand t'es Montpellierin, c'est toujours bien vu et je pourrais pas parce que Montpellier joue à Lille dimanche et que je partirai samedi, mais j'irai voir les collègues Benoît Donquel et François Manori vendredi soir à Nîmes. Voilà. Ça promet une sacrée soirée, ça. Et plus sérieusement, qu'as-tu gardé de ton passage auprès des Ciné les Marines? Beaucoup d'émotions vécues, hein, que je suppose, comme nous. Exactement. J'ai gardé, franchement, j'en parle souvent, j'en parle parfois même à la radio ici. Non, j'ai vécu, en fait, Le Havre, ça a été le premier club que j'ai suivi vraiment. Je pense que, enfin, moi, je fonctionne comme ça. J'ai eu des périodes où j'avais envie de suivre un club au quotidien, comme c'est le cas en ce moment et comme c'était le cas avec Le Havre. Avant ça, j'avais suivi des clubs en étant ailleurs à Radio France. Et c'est enfin, tu crées forcément des liens qui sont pas les mêmes quand tu suis un club au quotidien que quand tu suis un club de manière épisodique. Donc ça a été assez fort. Puis comme je le disais tout à l'heure, Montpellier et Le Havre, ils ont ça en commun que le club est accessible, que les joueurs, les dirigeants, les éducateurs, les entraîneurs, enfin tout le monde est très accessible comme c'était le cas au Havre ici à Montpellier. Donc cette accessibilité elle fait que forcément tu tisses des liens beaucoup plus forts que dans d'autres clubs. Moi j'ai des collègues qui, que ce soit en Ligue 1, voire parfois en Ligue 2, hein, parce que il y a parfois des clubs de Ligue 2 qui sont plus fermés que des clubs de Ligue 1. Il y a parfois des clubs de National qui sont plus fermés que des clubs de Ligue 1. Mais j'ai des collègues qui malheureusement, alors c'est un autre métier, c'est une autre façon de le faire. Hein, c'est pas grave dans l'exercice du métier, mais en tout cas, j'ai des collègues, oui, qui n'ont pas les liens qu'on peut avoir ici à Montpellier, que j'ai pu avoir au Havre avec les dirigeants, mais aussi les supporters, parce que moi, enfin voilà, je m'en cache pas, et au contraire, j'en fais une fierté, une force et un bonheur, c'est que j'ai toujours entretenu. Après, tu fais jamais l'unanimité, t'es jamais aimé par tous, et ça, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde, et heureusement, il y a suffisamment de médias et de journalistes pour que ça plaise aux uns aux autres, mais moi, j'ai toujours entretenu, et c'est le cas aussi ici, une relation plutôt très positive avec les supporters, plutôt très étroite avec certains. Et donc j'en garde ça de mon passage au Havre. J'en garde des matchs, bons, moins bons. J'en garde des émotions très fortes. Évidemment que le match contre Bourg-en-Bresse en fait partie pour la montée en Ligue 1. Évidemment que le déplacement en Corse en fait partie. Évidemment que j'allais dire que le déplacement pour affronter le Red Star
en fait partie parce que c'était une catastrophe d'un point de vue journaliste et commentateur dans une cabine avec de la buée que j'essuyais avec mon écharpe toutes les 12 minutes pour pouvoir voir ce qui se passait sur le terrain depuis un angle complètement éloigné du but de Lys-Mousset Fameux à stade l'époque. Pierre Brisson de Beauvais. Exactement, dans lequel évoluait le Red Star, puisque Stade Bauer était pas homologué ou en travaux, enfin je sais plus. Et donc voilà, j'en garde beaucoup de bons souvenirs avec les collègues aussi parce que j'ai noué des liens très forts très vite. Et puis comment ne pas parler de Alexis Bertin qui a été mon consultant pendant 4 ans et qui est même devenu mon témoin de mariage. Donc c'est dire. Benoît Donquel l'a été aussi. Donc voilà. Et donc voilà. Et puis les dirigeants. Et puis j'ai forcément aussi une pensée pour Christophe Revaux parce que ça a été très douloureux d'apprendre son départ et que Christophe était quelqu'un de voilà de parfois contesté dans ses fonctions de parfois mais ça c'est le jeu, ça c'est pas très important finalement quand arrivent des événements pareils. Et moi je retiens surtout Christophe que c'était un homme, un joueur et un amoureux de foot absolument passionné, passionnant à écouter, irréprochable dans son amour du foot et du club et de la ville, comme ça a été le cas à Toulouse. Et ça, voilà, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Et moi, j'ai eu un plaisir immense à côtoyer Christophe Revaux de près, comme d'autres et comme certains parmi vous et ceux qui nous écoutent. Et voilà. Et j'en retiens aussi beaucoup d'expériences professionnelles parce que ça a été c'est ma première expérience professionnelle en tant que journaliste en CDI à Radio France, donc titulaire. Avant ça, j'ai travaillé plusieurs années à droite à gauche et donc voilà, j'ai énormément appris aux côtés aussi de Manu Quesnel qui était journaliste et maintenant retraité à France Bleu Normandie, qui a été une source d'inspiration dans bien des domaines et qui a été d'une bienveillance inimaginable. Et c'est pas toujours le cas dans le métier, même si globalement, moi, j'ai des bons rapports avec tout le monde. Mais Manu Quesnel, honnêtement, je sais que par exemple à Rouen, ça n'a pas toujours été simple. Il a tout vécu, comme moi je vis plein de choses. Au Havre, il a parfois été vu comme le Rouennais, à Rouen, comme le Havrais quand il venait commenter le HAC, etc. Enfin, mais Manu Quesnel, c'était loin d'être un anti-Havrais, je peux vous le garantir. Et surtout, c'était quelqu'un qui, dans le travail, est une personne extrêmement rare par le côté transmission qu'il a. On est dans un métier qui est fait, nous, de souvent beaucoup d'ego. Et c'est pas toujours simple pour les uns ou les autres, pour certains en tout cas, d'être dans la transmission, d'être dans le partage, d'être. Et lui, c'est l'exemple type de l'absence d'ego mal placé et de transmission positive pour les plus jeunes. Donc voilà, c'est un type en or et je le retiens aussi. Je vais oublier des gens si je commence à citer tout le monde, mais voilà, je retiens, vous entendez bien que je retiens que du positif, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Nous aussi, hein, on retient que du positif parce que c'est vrai qu'on a traversé énormément de choses avec toi, positives ou négatives, et c'est vrai que tu nous as marqué et tu nous marqueras pendant encore des années et des années, Bertrand. Plus actuel, j'aimerais avoir ton sentiment sur la saison que le HAC fait cette année. Je suppose qu'il est positif, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Bah, il est positif évidemment. J'ai envie de dire il est assez inattendu parce que pour moi, ce que fait Le Havre cette année, ça tient presque du miracle. Alors, c'est pas un miracle dans la mesure où il y a du travail derrière, mais c'est un miracle dans la mesure où il y a beaucoup mieux armé que le HAC aujourd'hui pour prétendre à la montée en Ligue 1 et pour faire la saison que fait le HAC aujourd'hui. C'est la série de matchs sans défaite, l'unique revers de la saison, le retour des supporters, le retour de la passion, le retour de l'envie de venir au stade, le retour de la ferveur, voilà, ce que fait le HAC aujourd'hui, c'est fantastique. Ça tient du miracle encore une fois parce que je pense que l'effectif est loin d'être le mieux taillé pour pouvoir être leader aussi longtemps en Ligue 2 sur le papier. Je pense que quand tu vois les armadas que sont le FC Metz, que sont les machines que sont Bordeaux, les
Saint-Étienne, bon, Saint-Étienne, c'est très particulier vu ce qui se passe à Saint-Étienne et en interne depuis des années. Donc, j'allais dire que c'est une machine évidemment aussi sur le papier, mais bon, c'est un tel bordel que c'est très compliqué pour Saint-É et pour les supporters et même pour le coach. Mais voilà, il y a des équipes qui sont surarmées en Ligue 2 et Le Havre en fait pas partie à mon sens, que ce soit voilà en termes d'effectifs ou de moyens. Et ce qu'ils font, c'est pour ça que miraculeux, c'est presque pas le bon mot parce que en fait, ce qu'ils font, c'est fabuleux d'un point de vue travail, d'un point de vue connaissance du foot, connaissance du club pour ceux qui y sont arrivés, pour certains qui y sont arrivés, qui y sont revenus ou qui sont restés. Et je suis admiratif. Je suis vraiment très admiratif de ce que fait Le Havre parce que quand on sait dans quel état était le club il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les années qu'on a vécues ensemble, même si on était, je veux dire, on était, en fait, ça tenait presque du miracle aussi hein, de jouer la montée quand on y était. On va pas se le cacher. C'était quand on connaît un peu les coulisses, déjà ce qui était fait était pas mal. Ensuite, je trouve que ça a périclité. En fait, c'est paradoxal. C'était pas mal ce qui était fait par les joueurs et par les staffs. Après, ce qui était fait par la direction, c'est ce qui faisait que ça tenait du miracle de jouer la montée. Aujourd'hui, il y a un bon staff, une bonne équipe, et surtout il y a une direction. Et il y a surtout une direction en fait. Et ça change tout en fait. Et on s'en rend compte. Moi, je m'en rends compte aussi en Ligue 1, je m'en rends compte aussi avec Montpellier, avec toutes les critiques qu'on a pu émettre. Je le disais tout à l'heure, nous sur la dernière année et tout ça, mais quand tu as un club qui est géré quand même par des gens qui aiment le foot et qui le connaissent, ça change tout. Et j'ai toujours dit ici à Montpellier, je souhaite tout aux supporters, sauf que Laurent Nicolin vende le club. Parce que, alors après, avec ses défauts, ses qualités, parfois peut-être pas toujours les bonnes personnes autour de lui, à certains moments, etc. Pas grave. Mais que le club soit géré par des gens qui connaissent le foot, qui connaissent le sport, qui connaissent le marché des transferts, qui connaissent les finances, qui connaissent tout ça, et qui sont pas des apprentis sorciers, c'est fondamental. Bordeaux peut en témoigner à une certaine époque, Saint-Étienne peut en témoigner. Il y a plein de clubs qui peuvent en témoigner. La chute, elle peut être rude, vertigineuse et très rapide. Et pour remonter, Le Havre peut en témoigner, ça peut être très très long. Et en fait, euh, il faut bénir l'arrivée, moi je le pense, de Jean-Michel Roussier, évidemment de Mathieu Bodmer et de tous ceux qui sont venus avec lui. Et la présence aussi, je le pense, de Romain Eke, qui a connu le passé et qui connaît le foot et qui aime le club et qui aime sa région, la Normandie, et qui aime ses joueurs comme personne. Et puis voilà. Et puis ensuite, toutes les petites mains et qui n'étaient prêtes qu'à ça, qu'à travailler, qu'à bosser, qu'à fournir des joueurs. Donc voilà, je suis assez admiratif. Après, je sais qu'il y a sans doute plein de critiques à émettre au quotidien dans ce qu'on peut faire nous ici dans les émissions. Évidemment, ça c'est mon regard extérieur et peut-être avec beaucoup de hauteur et peut-être avec pas tous les tenants et les aboutissants du quotidien, même s'il y a des choses qui me sont régulièrement racontées depuis toutes ces années. Mais je suis très heureux et très admiratif de ce qui est fait aujourd'hui. Oui, tu parlais de la potentielle montée en Ligue 1. Je mets toujours des guillemets, on en parlera tout à Ouais, l'heure bien hein, sûr. dans la deuxième partie de l'émission, mais une chose qu'on aimerait savoir, c'est la différence selon toi entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Aujourd'hui, la Ligue 2, alors, ça ressemble plutôt à une Ligue 1 bis avec tous ces clubs historiques. On en parlait, Bordeaux, Saint-Étienne, Caen, etc., etc. À quoi doit-on s'attendre hein, si on arrive à monter à la fin de la saison? Écoute, elle est quand même très différente, la Ligue 1 de la Ligue 2. Euh, Elle est très différente et je pense que tu vois, tu as des clubs, enfin, il faut être quand même bien armé, avoir les reins solides, mais tu as des clubs qui prouvent que, je pense à Clermont notamment, qui est quand même pas le club le plus riche du championnat, loin de là, qui arrive à s'en sortir. Des clubs comme Toulouse, qui d'une manière différente, avec une histoire différente, parce que pour le coup, Toulouse a une histoire en Ligue 1, comme le Havre, une histoire forte avec la Ligue 1, donc une expérience, donc aussi
Même si voilà, les clubs peuvent changer de présidence, de gouvernance, etc. T'as quand même toujours une machine qui a des restes. Clermont, par exemple, n'avait aucun reste et Clermont se maintient. Donc le recrutement est hyper important. Le recrutement est hyper important, la cohésion est hyper importante. Euh, et après voilà, après elle est assez différente la Ligue 1 parce qu'elle est bon le niveau a rien à voir. Non, t'as un gap quand même. Je veux dire, voilà, t'as aucune équipe de Ligue 2 aujourd'hui qui monte quand elle y parvient parce que c'est quand même très difficile avec les barrages. Quand il y avait les barrages, c'est quand même très compliqué de monter. T'as quand même peu d'équipes qui derrière jouent le haut de tableau. Voilà, donc il faut pas s'attendre à une saison facile. Euh, moi, j'ai envie de dire que je fais assez confiance quand même à, encore une fois, hein, à la direction actuelle pour si elle en a les moyens, faire le recrutement le plus judicieux possible. Tous les joueurs de Ligue 2 sont pas adaptés à la Ligue 1. Il faut pas penser que parce que tu performes en Ligue 2 et que tu es premier, tous les joueurs seront adaptés à la Ligue 1. Il y a plein de joueurs qui le sont pas. Et il y a des joueurs dans le passé, y compris au Havre, qui ont montré qu'ils étaient des joueurs brillantissimes en Ligue 2, mais qu'ils n'étaient pas forcément des joueurs de Ligue 1. Donc voilà, t'as vraiment un vrai gap. Après, il faut pas tout chambouler non plus, je pense. C'est un savant mélange, hein. Il faut pas tout chambouler non plus. Il faut garder des cadres, il faut garder des joueurs importants, il faut garder des joueurs de vestiaire. Après, je suis pas entraîneur, hein, je suis pas dirigeant de club. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est pas perdu d'avance quand tu montes en Ligue 1, loin de là, et des équipes le prouvent. Mais c'est loin d'être gagné aussi, et des équipes le prouvent régulièrement. Et voilà, une équipe comme l'AC Ajaccio qui bataille aujourd'hui, comme Auxerre qui bataille aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est compliqué. Voilà, après, je pense qu'il faut être à la fois dans la continuité et à la fois, mais bon, encore une fois, j'ai pas envie de jouer les entraîneurs ou les directeurs sportifs ou voilà, c'est pas mon rôle, mais en tout cas, elle est très différente et voilà, il faut avoir les reins solides et il faut s'armer aussi un peu de patience parce que ce sera pas une saison toute rose. Enfin, voilà, il faut pas s'attendre à ça. J'imagine pas que le Havre va débouler en Ligue 2 et en Ligue 1 et va vivre une partie de plaisir toute la saison. C'est pas toujours une partie de plaisir. Après, c'est une partie de plaisir d'être en Ligue 1 quand même, quoi. Je veux dire, vous en avez suffisamment bavé pendant des années pour mériter la Ligue 1 et pour y prendre du plaisir et pour remplir le stade et pour voir des belles affiches, etc. Mais bon, c'est dommage, je trouve enfin, il faut pas venir en Ligue 1 pour y jouer les touristes et voilà, moi j'aimerais que le Havre s'y installe, mais encore une fois, c'est pas impossible. Hein. Une équipe comme Clermont, moi, j'aurais jamais, très honnêtement, quand ils sont montés en Ligue 1, avant de m'y intéresser, de regarder un peu ce qu'ils faisaient, comment ils jouaient, je misais pas un copec sur le fait qu'ils allaient y rester. Et finalement, ils y sont restés. Angers y est resté un moment. Voilà, je pense qu'il faut pas tout chambouler. Il faut pas se voir trop beau. Il faut pas tout chambouler. Il faut miser sur ce que tu sais faire. Après, le Havre a une chance, c'est d'avoir un centre de formation. Et ça, en Ligue 1, tu garderas plus facilement certains joueurs que tu peux pas garder aujourd'hui, quoi. Ouais, on espère qu'on perdra la clé de l'ascenseur et qu'on restera en Ligue 1 si jamais on avait la chance de monter. J'en profite pour saluer François Manoury, ton successeur, hein, qui nous a rejoint. Salut François. Si jamais tu veux toucher quelques mots avec Bertrand, François. N'hésite pas à faire une demande d'intervention, te fera rentrer avec plaisir. Et puis on accueille aussi CSC. Non, vous l'entendez assez, c'est bon. On accueille aussi CSC, cher ami CSC, salut. Et puis je vais te laisser la main pour le quiz que la France entière nous envie. Hein. Donc hésite pas. Peut-être avant, je crois que JC avait une question à poser. Excusez-moi, à Bertrand au sujet de la Coupe du Monde 2018. Excuse-moi, JC. Oui, pas de souci. Non, effectivement, depuis le départ de Bertrand, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un moment fort dans ta carrière, cette Coupe du Monde 2018. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots et faire partager ton expérience? Bien sûr. J'ai donc eu la chance de partir en Coupe du Monde 5 semaines. Grâce au service des sports de Radio France, ça a été une expérience, comme vous pouvez l'imaginer, inoubliable. J'ai eu la chance de commenter la finale sur France Inter avec Jérôme Val, qui est toujours au service des sports de Radio France. On était en binôme sur la finale, donc ça, évidemment que c'est ce dont je pense tout journaliste sportif dans le foot peut
peu rêver. Donc ça a été génial. Mais il n'y a pas eu que ça. Ça a été intense. Hein. Ça a été très très intense. J'ai commenté une dizaine de matchs. Je sais plus combien exactement, 12 je crois. Du match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite avec Alain Giresse sur France Info jusqu'à Argentine-Nigeria avec Messi. La demi-finale, j'ai pas commenté, mais j'étais au stade pour France-Belgique. Et après, j'ai pas commenté l'équipe de France à part la finale. J'ai commenté des matchs des autres poules parce qu'on avait des journalistes en fait qui étaient dédiés à l'équipe de France. Il y avait Sébastien Hazard et il y avait Xavier Montferrand et voilà. Enfin, ça a été en fait c'est assez particulier comme événement à vivre en tant que journaliste. Alors, pour Radio France notamment, en fait, on était dans un hôtel dans Moscou pendant 5 semaines, dont on est finalement assez peu sorti, si ce n'est pour aller commenter les matchs au stade. Et j'ai pas que commenté des matchs à Loujniki, à Moscou, j'ai aussi commenté des matchs je suis parti à Sotchi, je suis parti, donc tu prends des vols intérieurs, etc. Tu bouges aussi pas mal. Et ouais, c'est l'une des expériences les plus folles que j'ai vécues, quoi. Après, je dis toujours, en fait, c'est pas forcément bon. La Coupe du Monde, c'est particulier. Je vais pas galvauder le truc et dire ouais non c'était. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les émotions que te procure un match ne viennent pas forcément du match en lui-même et du standing du match. C'est-à-dire que moi, je dis souvent que j'ai pris, dans mon souvenir, autant d'émotions à commenter certains matchs en Coupe du Monde que j'en ai pris à commenter Le Havre-Bourg-en-Bresse pour la montée. Et je le pense vraiment. C'est-à-dire que quand t'es porté, en fait, ça dépend aussi de l'attachement que t'as à l'équipe. Tu vois, moi, j'avais une relation avec certains joueurs qui étaient pas tous des amis, mais avec lesquels je disais tout à l'heure, t'as un lien forcément, si c'est pas d'amitié, c'est d'affection. Et donc, t'as envie de les voir briller, t'as envie de les voir gagner. Tu partages quand t'es au quotidien avec eux, tu partages leurs doutes, leurs peines, leurs blessures, leurs réussites, leurs buts, leurs passes D, tu partages tout. Et donc, forcément que quand tu commentes un match aussi important pour eux, il devient aussi important pour toi. Il l'est pour ton média, il l'est pour tes potes, il l'est pour tes collègues, il l'est pour les gens que tu côtoies au quotidien dans la ville, etc. Et en fait, du coup, t'es porté par les émotions du stade aussi le jour du match. Et donc, en fait, ça te procure, pour moi, autant d'émotions qu'une finale de Coupe du Monde ou qu'un match de Coupe du Monde. Après, ça peut paraître bizarre de comparer France-Croatie à Le Havre-Bourg-en-Bresse pour certains, mais je vous assure qu'en termes d'émotions, ce que j'ai vécu ce soir-là avec Alexis Bertin, je l'ai vécu avec Jérôme Val à Moscou. En fait, c'est pas les mêmes événements, mais encore une fois, c'est pas le standing du match qui te procure qui établit le degré d'émotion et la force des émotions que tu vas ressentir. Donc, mais bon, après voilà, c'était un moment absolument génial. Ça a pas changé ma carrière, ça a pas changé quoi que ce soit chez moi, mais voilà, c'est une bulle dans ma carrière qui, j'espère que j'en vivrai d'autres. Jacques Vendroux, qui a été à Radio France pendant longtemps, a vécu une dizaine de Coupes du Monde, donc je sais pas si j'en vivrai 10, mais voilà. En plus, commencer ta carrière, enfin moi c'est ma première Coupe du Monde et que l'équipe de France aille au bout sur une première Coupe du Monde que tu commentes. Et je pense qu'il y a des gens qui ont attendu 98, qui ont commenté des Coupes du Monde pendant 30 ans avant d'arriver à 98, donc moi j'ai eu de la chance que 2018 ce soit la bonne pour les Bleus, quoi. Donc non c'était incroyable, c'était des voyages, c'était des rencontres, c'était la Russie, c'était un dépaysement total, c'était des collègues, tu vois la fameuse Chapka aussi. La fameuse Chapka, exactement, qui ensuite a été ressortie à Strasbourg en Coupe de France avec Montpellier, qui a duré pendant des mois. On a cru que c'était le nouveau totem, et finalement tout s'est écroulé. Mais non, c'était génial. Ce qui est génial aussi sur une Coupe du Monde, moi je retiens ça aussi comme image, c'est que tu vois déferler. Enfin, c'est assez marquant, quoi, quand tu vois déferler vraiment des vagues, mais des vagues littéralement de supporters du monde entier. C'est absolument impressionnant que, tu vois, j'en ai souvenir, par exemple, je voudrais pas dire de bêtises, j'ai peut-être pas les bons matchs ou les bons souvenirs en tête, mais je me souviens de l'Argentine que je commande, je sais plus je crois que c'était Sotchi, parce que en allant au stade, il fallait depuis l'hôtel où j'étais, il fallait traverser toute la piste du Grand Prix de Sotchi, qui était évidemment déserte à ce moment-là, mais en fait tout était ouvert
et du coup, tu traversais la piste du Grand Prix de Sochi pour arriver au stade qui est juste à côté, parce que c'est un village qui est fabriqué de toutes pièces, hein, très récent. Et, euh, et en fait, je passe devant l'entrée du métro, et là, je vois s'ouvrir les portes, et tu vois dévaler comme ça comme la marée. Tu vois, ici, la mer, elle monte pas trop, mais chez nous, elle monte. Et tu vois monter la mer comme ça, d'Argentin et tout. Et là, c'est incroyable. Et pareil pour les supporters marocains, ils étaient incroyables, les supporters marocains. Et ça, c'est assez frappant de voir chaque jour, en fonction des poules et des matchs, la ville se colorer par endroits et par quartier dans le métro aux couleurs d'un autre pays que celui qui t'accueille. C'est assez fascinant. Ça marche. Bah, merci Bertrand, hein, pour ce Merci petit Bertrand. moment de Ouais. rêve mondial. Ça devait être une sacrée expérience. Je sais pas si t'es dispo pour lancer ton quiz. Sinon, bah, tu me dis, j'ai encore des questions sous la besace, dans la besace pour Bertrand. Bonsoir à tous, désolé de mon retard, hein. Je viens tout juste de couper le contact de mon véhicule, désolé, hein. Bon professionnel. On fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit, mais ça va, je vous remercie vous les gars, et puis Bertrand pour son professionnalisme d'avoir comblé mon Alors, absence. juste un truc, on t'entend pas très bien. Si t'es connecté à ta voiture, est-ce que tu peux éventuellement te déconnecter, reprendre le téléphone ou pas? Alors ouais, je suis avec mon téléphone, là. Attends, bouge T'es pas. connecté à la voiture ou pas? Voilà, il est dans une cave, à mon avis. Oui, ouais, ça fait une espèce d'écho. On t'entend de loin. C'est mieux, là. Bah écoute, parle et on verra. Je parle. Est-ce que c'est mieux ou pas? Oh, c'est à peu près pareil, on va dire. Ah, merde. Bah, je suis pas aussi riche que vous, les gars. J'ai que Clio 3. Est-ce que tu veux qu'on te laisse quelques minutes pour rentrer et te préparer? C'est possible. Eh ben va mon gars, je vais te poser une question à Bertrand. On va relancer un petit peu. J'ai une question à poser à Bertrand, donc vas-y, rentre chez toi tranquillement et puis on a une meilleure liaison pour le quiz quand même parce que c'est un moment. On a 3 journalistes de Radio France parmi les auditeurs. On va bien trouver quelqu'un qui va débugger ça. Exactement, tout à fait. Eh ben écoute, Bertrand, j'avais une petite question subsidiaire. Petite question bonus. Si tu devais prendre un joueur du hack pour Montpellier et inversement un joueur de Montpellier pour le hack, quels seraient ces joueurs? Si je devais prendre un joueur du hack pour Montpellier, je pense que je prendrais. Il est déjà pris. J'allais dire Amir Richardson, Ah, c'est trop tard là. mais il est déjà pris puisqu'il évoluera quoi qu'il arrive lui en Ligue 1 la saison prochaine. Très franchement, je prendrais aussi. Je prendrais Victor Lecal. Je prendrais Victor Lecal parce que vrai sentinelle pour moi, vrai chasseur et la sentinelle c'est un éternel débat ici à Montpellier. Ça fait des années que en fait il y a eu le départ de Skiri, Elias Skiri en Bundesliga il y a quelques années et tout le monde considère ici et à juste titre qu'il n'a pas été remplacé parce que Montpellier n'a pas sorti et n'est pas allé chercher de vrais sentinelles depuis. Alors il y a des joueurs qui font le taf au milieu de terrain, mais qui sont plutôt des joueurs de petits gabarits au milieu de terrain à Montpellier. Il y a Jordan Ferry, il y a TJ Savanier, Khalil Fayad, tout ça, c'est des joueurs de ballon. Joris Chotard, qui est peut-être un gabarit un peu plus important, mais qui n'est pas un immense joueur en taille. Et donc c'est des joueurs qui à tour de rôle. Il y a les Oloron aussi, mais tout ça c'est pas des joueurs, c'est pas des sentinelles. Donc j'irai chercher une sentinelle et un joueur de taille au milieu de terrain, donc Victor Lecal ou Amir Richardson. Et du coup, inversement, est-ce que tu as un Montpellierin éventuellement qui serait tip top pour l'équipe du hack? Écoute, un Montpellierin qui serait tip top pour l'équipe du hack, j'ai envie de dire, je vais vous envoyer un attaquant parce que on en a, mais il marque pas il marque pas beaucoup de buts. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Ouais, si il vous aurait fallu, c'est mon regret cette saison du côté du hack, c'est qu'il n'y ait pas un attaquant supplémentaire, un vrai buteur. Je pense que ça manque cruellement. Donc ce serait un attaquant. Après lequel, écoutez, je vais pas vous envoyer Eli Wahi parce que il est hors de question pour moi de m'en séparer, mais vous avez le choix. Vous pouvez prendre Germain, Cazerie, qui vous voulez. Écoute, tu vois, en le disant, Valère Germain, pourquoi pas? Valère Germain, c'est un joueur qui est en difficulté. Bon, il viendra pas parce que s'il part de Montpellier, ce sera pour aller aux États-Unis,
Valère Germain, c'est un joueur qui est en difficulté ici à Montpellier au niveau du temps de jeu et dans ce qu'il peut faire depuis son arrivée. Et état d'esprit irréprochable, personne fantastique hors terrain. Et malgré tout carrière quand même. Donc un joueur comme ça peut ne pas être inintéressant dans une équipe qui monte en Ligue 1. Écoutez, voilà. Clément, après, je peux vous envoyer un jeune joueur. Hein. On en a plein dans le centre de formation. Ah ouais, bon. C'est ça. Je crois qu'on a notre ami CC qui est de retour. Bonsoir à tous. Est-ce que c'est mieux? Ah, oh là là, tellement mieux. Je suis désolé les gars. Donc raison professionnelle. Hein. Non mais t'inquiète, avec la fibre, c'est mieux. J'ai eu le temps de poser ma question à Bertrand. Ouais, je suis voisin de François, donc j'habite à côté de Bolbec, c'est pour ça. Non, c'est petit. Moi, j'avais une question quand même pour Bertrand. Avant le quiz, vas-y. Juste avant le quiz, parce que mon Bertrand ne doit pas se souvenir de moi, mais on s'est croisés beaucoup de fois. Parce que j'étais dans le club où il était adjoint et je citerai pas ce club parce que c'est une réponse du quiz. Mais j'avais une question pour toi, Bertrand. Est-ce que tu t'es encore adjoint dans la banlieue de Montpellier-Rennes ou est-ce que tu as complètement abandonné ce projet? Non, je suis pas du tout adjoint ici à Montpellier dans aucun club. Non, ce projet il était surtout lié à Alexis Bertin en fait. C'est ma relation avec Alexis Bertin qui fait que je lui ai filé un coup de main et très modeste du coup je dois pas dire, c'est ça le le club. Ça serait pas mal, ouais. Charleville-Mézières, on va dire à Charleville-Mézières. J'allais vendre la mèche, mais non, c'était lié à Alexis, c'était pas forcément un projet moi personnel. Enfin, tu vois, c'était pas une envie folle de devenir adjoint ou de faire partie d'un staff, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'était plus lié à notre amitié à lui et moi, quoi. D'accord, je te remercie pour ta réponse. Ouais, du coup, Guillaume, je pense que je peux prendre la main concernant bien entendu. Allez, tout à toi, je te laisse les clés du camion. Vas-y. Allez, pas de souci. Bon, on va faire le quiz. Donc, c'est le fameux quiz. Donc, je vais prendre un auditeur ou quelqu'un de l'équipe, s'il a envie, JC ou Clément. JC, je suis pas sûr que tu aies beaucoup joué au quiz. Alors, il est trop fort. JC, ça te dit ou pas? Ouais, pourquoi pas, ouais. Allez, on va. Gilles contre Bertrand. Parti. Donc, JC, on va commencer par tes questions. Okay. Quel est le club que suit Bertrand depuis qu'il est parti du Havre? Montpellier. Ouais, je suis gentil quand même. Je sais que c'était JC qui allait répondre. C'est simple. Ouais. Ce qui aurait été marrant, c'est que tu poses la question à Bertrand. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé par JC. Hein. C'est moi qui ai fait le quiz. Je suis un minimum professionnel, donc ça va. Donc, un point pour toi, JC. Justement, donc on n'a pas parlé de ce club, mais dans quel club Bertrand a-t-il été adjoint avec Alexis Bertin? Octeville-sur-Mer. Effectivement, ouais, c'est le SC Octeville, hein, que d'ailleurs où je fais un gros big up à mon ancien entraîneur Patrice Boisselier qui a qualifié son équipe et qui va affronter le Stade Malherbe de Caen en quart de finale de Coupe de Normandie. Troisième question pour toi, JC. Qui est le coéquipier de Bertrand, pour son émission 100% paillade sur France Bleu? Waouh. Ouais, il fallait suivre un peu, il fallait se renseigner. Non, j'ai pas dit, mais j'ai un hasard, Geoffrey Dernis. Alors, c'était son précédent coéquipier et c'est Benji Psaume. C'est bien ça, Bertrand? Exactement, Benjamin Psaume qui est formé à Toulouse avec à l'époque de Daniel Congré par Alain Casanova, notamment Eric Montbert aussi, que les Havrais connaissent, et qui ensuite a joué à Troyes, à Arles-Avignon où il est monté jusqu'en Ligue 1 avec Arles-Avignon, où il a joué à Arles-Avignon avec TJ Savanier, avec Rémi Cabella, etc. Pour ceux qui se souviennent de l'époque où Arles-Avignon a évolué en Ligue 1. Et qui ensuite a pris sa retraite ici et joue encore mais dans des clubs amateurs comme Alexis le faisait et voilà, c'est Benjamin Psaume en effet depuis 2 ans. Donc ça fait 2 sur 3, JC. Maintenant on va passer sur des questions un peu plus générales.
Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2 BKT, quelle est la meilleure équipe sur les 5 derniers matchs? Bordeaux. Alors, non, pas du tout. Et j'étais agréablement surpris quand j'ai fait mes recherches, quand je regardais à droite, à gauche. Et c'est le RAF, c'est Rodez, Ah qui ouais. est actuellement la meilleure équipe sur les 5 derniers matchs avec 12 points pris sur 15. Ouais. Alors, c'est une sacrée surprise, hein. Ouais, surprenant, ouais. C'est vrai qu'ils ont une sacrée série, donc oui. Ouais. Maintenant que tu le dis, oui. Et la dernière question, qui est le meilleur buteur du Nîmes Olympique? Je tenterai Chukwunte. Oui, effectivement. C'est Malik Choukounte avec 10 buts. Donc 3 sur 5, RJC, hein, plus que la moyenne. Je pense que Pas mal. il me semble que je crois que c'est même ton meilleur score, je crois, sur ton deuxième Ah, quiz. pas du tout, j'ai pas. Bravo, lycée. J'ai gagné. J'ai pas noté non plus, hein. Donc maintenant, on va passer sur le quiz pour Bertrand. On va voir s'il connaît très très bien son club. Première question pour toi, Bertrand. Qui est le meilleur buteur du MHSC? Eli Way. Est-ce que tu peux me dire le nombre de buts ou... 13 buts depuis hier. Ah, il est fort. Il est très très fort. Il est très très fort. Ah, il connaît son sujet. Et il est pro, Ouais, il travaille, il Je travaille suis ses combats, incollable sur Eli Way. Ah. Ouais, c'est un joueur que j'apprécie d'autant plus. Deuxième question. Qui est le meilleur passeur du MHSC? Le meilleur passeur du MHSC. Attends que je te dise pas de bêtises. C'est pas TJ Savanier. Putain, je suis quand même pas collé là. C'est chaud quand même si je colle. C'est Nordin? Non, c'est Fetou Mawassa Ah, c'est avec Mawassa. 5 passes décisives. 5. Ouais. Pareil, j'étais Nordin, surpris il est à du 4. classement. Oui, c'est ça. Tout à fait. Maintenant, troisième question pour toi, Bertrand. On va voir si tu suis un minimum le hack depuis cette saison. Donc, combien de matchs a joué le hack sans marquer 2 buts cette saison en Ligue 2? Ouf. Allez, je suis gentil, je vais te dire à 2 près. À 2 près? Bah déjà, il y a Guingamp, le week-end dernier. Allez, je vais dire 5. Je te l'accorde. C'était 7 matchs avec une défaite, malheureusement, hein, contre Valenciennes, où on ne méritait pas forcément cette défaite, où on perd 1-0. Et il y a 6-0-0. Je crois que j'ai jamais vu autant de 0-0 du hack en une saison. Donc, effectivement, donc 7 matchs. Quatrième question pour toi, Bertrand. Donc, ça fait quand même 2 sur 3. Combien de nuls a fait le hack cette saison en Ligue 2? Combien de nuls? Je dirais, il y en a eu pas mal, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défaites, il y en a qu'une, mais des nuls. On est à combien? On est à 30 journées là? Oui, effectivement. Je dirais qu'il doit y en avoir donc une défaite. Ça fait 29. Je dirais qu'il doit y avoir 12 nuls. C'était vraiment pas loin. C'est 13 nuls. Le 13 Havre a nuls. fait 16 victoires, 13 nuls, une défaite. C'est dommage. Et dernière question, un peu plus personnelle, on va dire. Te souviens-tu qui était le meilleur disco à l'époque où tu étais adjoint d'Alexis Bertin? Le meilleur? Le meilleur buteur disco en senior en R3. Hop, 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 hop. J'étais obligé de te poser cette question-là parce que Est-ce que c'était pas Tipierre? Alors non, du tout. Alex. Du tout. Et non, c'était Jesse Ah, qui mais marquait, oui. qui marquait Jesse Van Ah, mais Overberg oui. qui joue actuellement à l'AS Trouville-Deauville. Joueur Et, incroyable. Il et joue qui est à très, très Trouville-Deauville fort. avec Alexis? Effectivement, ouais. Parce qu'Alexis entraîne à Deauville maintenant. Ah Mais ouais, je savais sais pas qu'il bien, était à je sais Deauville, mais punaise, ouais, c'était un sacré joueur. Et il marque encore. Pour te dire, il marque encore autant de buts.
Et c'est un joueur, moi qui est gardien, qui m'est cassé les dents dessus à l'entraînement plusieurs fois. C'est une Ouais, catastrophe. très bon joueur. Donc voilà, le quiz est terminé, mon Guillaume. Ouais, Donc bah bravo, CC. Alors, on a un vainqueur ce soir ou une égalité, je crois, non? on a une égalité. J'ai pas fait de questions bonus. Je suis désolé, mais C'est pas grave. on a une belle égalité et on peut remercier quand même Je crois que je Bertrand. suis désolé, mais je crois que j'ai gagné quand même. Ah, Je crois Ouais, je crois que ça fait 3-2. Mais on va appeler la VAR alors. Ah, non. On réécoutera le Ah replay oui, puis on attribuera les ouais. points. Non, non, Il me il a semble, raison, hein, il a raison, c'est Victor JC. Il a raison parce que ouais, j'avais noté. Effectivement, ouais, et il s'est trompé sur la dernière question. Il y a victoire de JC 3-2. Trop tard, le score avait été entériné, je suis désolé. Ah, T'as le droit de poser une réclamation technique. Ouais, pose une réclamation ouais, et puis tu peux poser les réserves, Oh. mon Bertrand. une fois que JC gagne, on va lui laisser ça. Ouais, on va Merci. dire. C'est gentil. Merci Au moins, ça ne CC. Pas de Merci. soucis, pas de soucis. Merci CC. Et effectivement, Merci, CC, ouais. on t'entendait beaucoup mieux. Merci pour ce quiz où on a appris encore de jolies choses. On va passer, si vous me permettez, à l'analyse, quelque chose de plus récent, mais à l'analyse du match contre Guingamp. Donc, d'habitude, on commence par les pronos. Bah, là, ça va être un tour vite fait puisque personne dans l'équipe n'avait le bon pronostic. Hein. Personne n'avait vu Ouais, ce bon vieux 0-0 des familles. t'es sûr? Moi, j'ai pas eu bon. Non, qui ça? Toi, CC? Non, toi. Non, t'avais parlé de ton habituel 3-1 pour l'équipe visiteuse, hein, pour le coup, comme d'habitude. Bertrand, Tu il faut t'es te planté. dire, c'est a pour habitude de toujours dire que le hack se prend une branlée à chaque fois. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci à ce C'est niveau-là. notre chapka à nous, si C'est tu veux. c'est pas la bonne saison. Ouais, Ah, bah c'est- n'empêche que je suis tellement chat noir que je préfère parier ça qu'une victoire à Brest. Donc, Ouais. D'ailleurs, j'en profite, tu voulais aller à Nîmes, évite d'y aller, puisqu'a priori, tu vois que des matchs nuls à chaque fois sur tes déplacements. Donc, si c'est tu une pouvais rester catastrophe. chez toi, ça serait pas mal. Alors je suis désolé de vous décevoir, mais malheureusement, moi et ma copine, on a tout réservé, tout le week-end à Nîmes, donc je serai au stade des Antonins Ouais, bah, samedi soir. on saura vers qui se tourner si on perd cette série d'invincibilité. Le magnifique stade des Antonins, digne de la Nationale 3, bien évidemment. Ça a l'air d'être magnifique. On attend des photos, hein. Ouais, pas de souci. Alors- Et j'espère avoir le maillot de Gorgelin cette fois-ci. Ah bon, on va y revenir, tiens, d'ailleurs, à ce sujet. Allez, petit point compo, comme à notre habitude, avant d'analyser ce match. Donc, il y avait pas mal d'absents encore cette semaine, puisque nous apprenions malheureusement le forfait d'Yacine Keshta juste après le match de Pau pour le reste de la saison. C'est un énorme coup dur pour le club, mais surtout pour lui. Nous tenions ce soir à lui apporter tout notre soutien. Yacine, si jamais tu nous écoutes, on sait que tu reviendras plus fort que jamais. Courage à toi. Autre absence cette semaine, celle de Arthur Desmas, toujours handicapé par une fracture du petit doigt. De Terence Kongolo, victime d'une béquille contre Pau, et de Nabil Alioui, blessé aux adducteurs. De ce fait, dans les buts, nous avions Mathieu Gorgelin en défense centrale, un revenant en la personne de Gauthier Luris, qui après plusieurs mois d'indisponibilité retrouverait son compère de la défense centrale Sanganté, qui lui aussi était de retour, mais cette fois de suspension. Sur les côtés de la défense, comme d'habitude, elle a jamais opéré. Juste devant la défense, le capitaine Victor Lecal, associé cette fois à Richardson et Nolan Mbemba. Et pour finir en attaque, nous avions un trio composé de Josu Casimir, préféré à Antoine Joujou cette semaine, Samuel Grand-Cyr, le buteur de la semaine dernière à Pau, et Djama Tiré en pointe. Alors, petite anecdote, hein, il est loin le temps où à la FNAC de Laval, pour ceux qui ne savent pas, je bosse à la FNAC de Laval, un soir de duel à Le Basser entre les Bretons et les locaux, je disais à 2 supporters guingampais que je faisais de leur équipe mon grand favori pour la montée. Ouais, je suis un gros chat noir, hein, donc je suis nul en prono et en plus je plombe les saisons des équipes, donc n'hésitez pas si jamais l'année prochaine vous voulez que je plombe une équipe à m'envoyer leurs supporters au magasin. Aujourd'hui, du coup, T'as pas des bordelais de temps en temps qui passent parce que là, malheureusement non. Laval-Bordeaux s'est déjà passé. D'ailleurs, Laval s'était bien fait voler en fin de match avec un but refusé. Justement, bref. Aujourd'hui, le club entraîné par Stéphane Dumont fait jette dans le ventre mou de la Ligue 2, là où le HAC avait l'habitude de passer ses saisons dernièrement. Alors certes, les Bretons n'avaient plus rien à jouer, mais nous avons tout de même assisté à un bon match au foot avec un adversaire qui a fait plus que de la figuration. Dès les premières minutes, les Guingampais jouaient haut et contrôlaient le ballon sans toutefois se montrer dangereux. La défense à Brésil, toujours aussi sereine, ne concédait aucune occasion. Il a fallu attendre 35 longues minutes pour voir la première occasion à Brest, si j'occulte le but hors jeu de Samuel Consier, avec une frappe de Walid El Hadjam suite à une belle action collective. À partir de là, les Hackmen reprenaient le contrôle du ballon, mais sans succès.
Et malheureusement, rien d'autre à se mettre sous la dent. C'est une rencontre agréable à suivre malgré tout, mais il se passe pas grand-chose, en tout cas peu d'occasions. Au retour des vestiaires, le HAC redémarrait très très bien cette deuxième mi-temps, avec beaucoup plus d'envie que sur la première mi-temps. En même temps, c'était compliqué de faire pire et contrôler la partie. La première grosse occasion notable à la 50e minute, un centre-tir de Richardson détourné par Basilio. Et ensuite, l'entrée en jeu de Joujou et Cornet à la place de Grand-Cyr et Casimir, qui coïncida avec l'action la plus chaude du match et elle est à mettre au crédit des Bretons, puisque d'une énorme frappe courtée obligea Mathieu Gorgelin à s'envoler pour détourner le ballon d'une main ferme. Le match s'équilibrait peu à peu, mais à la 69e minute, c'est une nouvelle grosse occasion des visiteurs qui venait faire trembler le stade Océane, avec une frappe trop enlevée de Sivis, pourtant seul au deuxième poteau. Entrée à la 75e minute de Yann Kitala à la place de Thierry, de Targaline à la place de Richardson, et puis plus rien. Si ce n'est ce 17e clean sheet de la saison, cette 28e rencontre sans défaite. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match? Alors Bertrand, je suppose que tu ne l'as pas vu. T'inquiète pas, on va poser d'autres questions plus générales où tu pourras répondre. JC, qu'est-ce que tu as pensé de ce match face à Guingamp? Personnellement, moi, j'ai été déçu parce que j'aurais voulu un match complètement différent. J'aurais voulu avoir beaucoup plus d'allant. J'aurais voulu tellement de choses différentes que ce qui s'est passé. Finalement, c'est Guingamp qui a été plutôt à son avantage, avec un très très bon milieu de terrain, Oyumba et Louisère. Je trouvais très très complémentaire et très très performant. Finalement, nous, le HAC, on a joué une quinzaine de minutes sur ce match, vraiment à haute intensité et à haut niveau, mais ça n'a pas suffi. Mais malgré tout, durant ce petit quart d'heure de jeu, donc c'était entre la 46e et la 60e minute, on a vraiment été très bon. On a eu quand même pas mal d'occasions qu'on aurait pu marquer, notamment par Mbemba. J'ai trouvé assez performant. Et puis après, on a eu les changements avec la sortie de Grand-Cyr. Je trouve que ça nous a fait du mal, malheureusement. Et il y a aussi moindre mesure Joujou par Casimir. Mais après, je trouve qu'on n'a pas, on s'est un petit peu ennuyé. Ça a repris un petit peu dans les arrêts de jeu, à la rigueur, les 5 dernières minutes, mais je trouve que c'était vraiment trop poussif pour espérer l'emporter. Donc Guingamp était venu peut-être chercher le match nul pour le point du nul pour se maintenir et bon, voilà quoi, ils ont ce qu'il fallait. Ouais, tu as parlé de la prestation de Nolan Mbemba et plus généralement, je trouve qu'on a eu une bonne prestation des Leguinistes, si je peux me permettre, Mbemba et Mathieu Gorgelin. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Gorgelin et plus globalement de ces deux dernières, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler de Pau, donc tu peux éventuellement faire une généralité sur les matchs si tu veux. Alors, je suis agréablement surpris par le niveau de Mathieu Gorgelin. C'est vrai que j'étais un de ses premiers bourreaux de début de saison. Mais non, mais voilà, faut reconnaître quand il y a des mauvaises choses, mais il faut reconnaître quand il y a des très bonnes choses. Et c'est vrai ce que fait Mathieu Gorgelin depuis qu'il a repris l'intérim du poste du gardien de but numéro un. Non, il fait des très belles prestations. Il est très très propre. On sent qu'il est serein, qu'il est vraiment voilà, franchement il respire la sérénité, ce gars-là. C'est pas du tout le même le même joueur qu'on a vu ces années précédentes et même au début de saison je trouve qu'il a vraiment évolué et non, très 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 bien. Et je suis un peu pour revenir maintenant sur le général, je suis assez déçu parce que la première mi-temps, Le Havre fait 10-15 dernières minutes de la première mi-temps où il commence à mettre du rythme, il commence à y avoir des occasions. On repart pareil en deuxième mi-temps. Donc je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et puis bah, finalement, plus rien. Et je trouve qu'en fait, on retourne en fait dans nos travers et on continue à regarder l'adversaire. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, on les gênait. Et en fait, je trouve qu'il y a un manque de physique. Et je pense qu'on arrive en fin de saison et ça commence à se faire ressentir. Alors, je te rejoins par rapport à ça, par rapport à ce match, à cette déception. Moi, j'ai trouvé, et après vous allez pouvoir en parler si vous souhaitez, j'ai trouvé que la prestation de Casimir était très très en deçà de ce qu'on attendait de lui et qu'on aurait pu se créer davantage d'occasions s'il s'était davantage impliqué. Je sais pas, Gilles, si tu veux intervenir à ce sujet ou
sujet, Moi, effectivement, n'hésite moi, pas. je trouve que déjà, de toute façon, on n'a pas eu des occasions, on a eu des situations. Tant Gorgelin que Basilio, ils ont rien eu à faire, hein. Et ils finissent avec un tir cadré de chaque côté. Même moi, Gorgelin, je vois même pas lequel c'est vraiment, parce que si c'est la frappe qui va détourner en corner ou il s'envole, bah, elle était même pas cadrée, je crois, de mémoire, en voyant les actions. Et même Basilio, moi, j'ai pas souvenir qu'il ait fait un arrêt décisif. Donc les deux, c'était stérile des deux côtés. Et c'était pas nul, mais ça aurait pu jouer 5 heures. Il y a aucune des deux équipes qui aurait marqué. Et moi, ouais, effectivement, ce que je rejoins, c'est la première demi-heure, j'ai pas compris. C'est dit, mais comment est-ce que tu peux, quand tu es leader du championnat, que tu dois mettre un coup de collier, arriver avec aussi peu de peps dans le moteur, c'est un peu problématique. Quand t'es leader, t'es à la 30e journée, tu dois être en mesure de marquer à tous les matchs, tu dois être en mesure potentiellement d'en mettre 2 à chaque match à la maison. Et là, le problème, c'est récurrent, mais même nos attaquants n'ont rien eu. T'as Jamal même à un moment, c'est même symptomatique. C'est Casimir qui réussit son centre, Jamal qui reçoit le ballon dans les 9 mètres et il tente même pas de frapper au but. Il fait un mauvais contrôle et ensuite ça finit par une mauvaise passe en retrait qui finit sur rien du tout. Et Kitala, sa seule action, bah, c'est sa tête à la fin, mais pendant les 20 minutes où il a fait là, on s'est demandé s'il était là. Donc, de toute façon, c'est la même chose, hein. On va pas épiloder. Ça fait 30 matchs de toute façon qu'on a du mal à marquer et on continuera comme ça jusqu'au bout. Mais par contre, au niveau de l'envie et de l'intensité à mettre dès le départ, là, il y a eu un gros couac au départ. Bah, quand tu joues 1 heure au lieu de 90, c'est plus difficile. Alors, je te rejoins, Gilles, hein, sur ce que tu viens de dire. Et puis, je sais pas ce qu'en pense François, mais moi, quand j'ai fait mon match en presse au début de saison contre Grenoble, bah, j'ai vu la copie conforme du match contre Grenoble. C'est pas de moteur au milieu de terrain, on joue pas entre les lignes, il n'y a pas de décalage, il y a rien du tout. En fait, c'est ultra stérile et en fait, c'est passe à 10. Moi, pour moi, j'avais une passe à 10, une conservation de balle à l'échauffement d'un match. Franchement, moi, c'est ce que j'ai vu sur ce match-là. Ouais, alors malgré tout, hein, malgré ce match nul, le Hack est toujours invaincu, comme je disais tout à l'heure, depuis 28 matchs. Il possède 5 points d'avance sur son dauphin, donc l'écart rétrécit, l'écart fond. Mais tout de même, on conserve 9 points d'avance sur le troisième Sochaux, à égalité avec Metz. Alors, il y a deux écoles en ce moment sur Twitter. Il y a les pessimistes et les optimistes au sujet de la montée. Euh, les pessimistes jugent à juste titre que notre inefficacité offensive peut nous coûter très cher, car derrière les équipes rapides du terrain. Clément, à ton avis, est-ce que le Hack peut ne pas monter quand on prend en compte le calendrier de nos poursuivants? Non, si on va monter, je pense. Par contre, être champion, c'est pas sûr. Juste pour rebondir un peu sur le match, après, c'est sûr que bon, voilà, on a moins de jus, ça c'est évident. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que autant en première partie de saison, nos adversaires savaient pas trop comment nous jouer. Maintenant, ils ont compris. C'est-à-dire que ce qu'on voit depuis 5, 6, 7 matchs, c'est-à-dire on l'a bien vu hier. En fait, les mecs, ils sont mis à 4. Donc, t'as une ligne de 4, une première ligne de 4 qui coupe la première relance. C'est-à-dire qu'ils vont te presser local. Hier, c'était Courtet qui était au marquage local. Et si vous regardez bien le match, vous allez voir que local, il peut jamais se retourner. Il a toujours un ou deux mecs sur lui. Donc, local, c'est notre joueur. En fait, moi, je le dis depuis 3 saisons, c'est lui, en fait, quand t'as un local qui est en forme, le Havre va bien. Quand le local a du mal à jouer ou est contré, le Havre va moins bien. Et du coup, là, on voit qu'à la première passe, à la première relance, on a vraiment du mal. Et tout le jeu du Hack depuis le début de la saison, c'est des relances sur local, voire de temps en temps Keshta, mais surtout local. Et local qui va distribuer à droite, à gauche, parfois dans l'axe. Et là, du coup, on n'arrive plus à le faire. Donc là, le problème, c'est qu'on va devoir le boulot de Elsner dans les prochaines semaines, ça va être de trouver des nouveaux schémas de jeu, de trouver une nouvelle tactique, quasiment, pour essayer de contrer justement les équipes qui nous contrent sur local. Là, il y a un gros boulot à faire parce que hier, moi, j'ai pas été fan ni de Casimir ni de Grand Cyr. Casimir, j'ai un peu plus de mal depuis quelques semaines. J'aime beaucoup Joujou, justement, il amène un peu plus d'insouciance. Grand Cyr, on sent qu'il a des qualités, mais voilà, comme je disais là, quand il est arrivé, c'est un gars qui a besoin d'espace. Malheureusement, il joue souvent contre des mecs, donc contre des défenses regroupées. Alors après, ne pas monter,
Franchement, comme dit, je pense qu'il nous reste que 3 victoires à avoir. Je pense que contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer, je pense que contre Caen, on va quand même la gagner. Contre Kévy, à domicile, contre Rodez à domicile, contre Dijon à domicile, j'espère quand même qu'on va quand même ramener les 3 points. Par contre, champion, j'ai jamais été hyper optimiste de nature. Là, je le suis encore moins. Quand tu vois que Bordeaux est exceptionnel et que nous, malheureusement, on a du mal, je miserais pas là-dessus, quoi. Alors, d'un Bertrand à un autre, Bertrand Renard, alias JC, je sais que tu es l'expert en calcul, hein. T'es là pour me rassurer à chaque fois. À ton avis, combien de points il nous manque encore? Moi, je pense que la montée va se jouer à 71, 72 points. Donc, ce qui nous ferait encore 10, 11 points. Ouais. Parce que je pense que Sochaux va remettre un coup de collier, quoi. C'est Sochaux qui me fait peur. Ils sont même capables de faire les 8, de faire 8 sur 8. Donc, s'ils font 8 sur 8, ça veut dire que Sochaux, qui a 52 points, prendrait donc 24 points, ce qui ferait 76 points. Et nous, ça nous ferait 15 points à prendre en 8 matchs. Donc, bon. Mais tout est envisageable. Par contre, si on prend... Pardon. Vas-y. Si on fait juste une moyenne statistique, Sochaux est 3e. On t'entend plus, JC. On t'a perdu, camarade. Sors de ta voiture. Allô. Ouais, vas-y, JC. Oui. Juste la moyenne. Ouais, toujours pas. Ouais, non, c'est toujours pas mieux, JC. Mais pour répondre à JC sur le début de sa réponse, moi, c'est pas Sochaux qui me fait plus peur que ça. Parce que j'ai vu Sochaux là contre Niort. Moi, Niort, je les ai vus à Saint-Etienne la semaine dernière. C'est catastrophique. Là, ils gagnent 3-0 contre Niort. Bon, bah, tant mieux pour eux. Mais même les supporters sochaliens eux-mêmes n'ont pas confiance en leur coach. Ouais. Et ça va être très dur pour Sochaux. Moi, je pense que la montée il n'y aura aucun problème. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Clément. Le championnat, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Et malheureusement, quand on va affronter QRM, Caen et Rodez, je serais content de marquer 5 points sur les 9. Bah, c'est sûr, tu vas avoir 8 matchs. Franchement, moi, je pense que les 8 matchs qu'on va avoir, ça va être les mêmes matchs qu'on a vu contre Pau, contre Guingamp. Ça va vraiment être hyper compliqué. Je pense qu'il faut plus s'attendre à des matchs où on maîtrisait totalement. Des souvenirs de matchs où on disait il peut rien nous arriver. Là, franchement. Ouais. Mais bon, tu vois, contre Pau, on est pas bien, on est dominé et pourtant on gagne à 0. Je me dis que contre Nîmes, on peut faire la même chose. Ils sont au fond du trou, Nîmes. Mais t'as vraiment 8 matchs où... Alors Nîmes, je les trouve pas si au fond du trou que ça, parce que à domicile ils ont perdu 2-1. Ouais, bon, ils sont pas bien. Oui, ils sont au fond du classement, mais à domicile ils sont pas si mauvais que ça, surtout dernièrement, où en fait ils ont perdu 2-1 chez eux contre Saint-Etienne. Derrière ils ont battu QRM et ils ont battu Annecy 4-0. Ouais, bon, Annecy c'est encore pire que Annecy, à part la Coupe de France, là c'est la chute libre. Ouais, c'est la chute libre, mais ce que je veux dire, c'est que Nîmes, c'est pas non plus des princes. Ah non, ils ont une équipe. Ils ont mon chouchou, il y a Pagis qui joue là-bas, lui, il est vraiment très bon ce jour-là. Et puis ils ont un super 9. Ouais, non, je pas jusque-là. Alors, messieurs, si vous me permettez, je vais donner la parole à Bertrand Queneut, le vrai Bertrand cette fois. Bertrand, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de monter? Écoute, moi je vois pas comment le HAC va pas monter en Ligue 1, même si je rejoins ce qui a été dit, c'est que je suis pas certain que le HAC sera champion, mais à la limite c'est pas très grave. 9 points d'avance aujourd'hui sur le 3e, à 8 matchs de la fin, je vois pas le Havre pas prendre au moins 3 victoires sur les 8 prochains matchs, et je pense que les 3 suffiront. Ça te met à 70 points. Je pense qu'a priori, ça devrait être suffisant. Après, il faut pas continuer je pense qu'il y a, moi, sur les derniers matchs, il y a 2 contre-performances, Guingamp à domicile et Saint-Etienne à domicile. Je pense que c'est 2 matchs qu'il fallait gagner, et qui te mettraient aujourd'hui avec 13 points d'avance sur le 3e, ce serait quasiment plié. Voilà, c'est les 2 regrets que j'ai sur les derniers matchs véritablement.
Après, moi, ce qui quand même me fascine dans la saison qu'est en train de réaliser Le Havre, c'est que t'as quand même pas t'es leader de Ligue 2, t'as une défaite et t'as pas un attaquant qui a marqué plus de 4 buts. Si je dis pas de bêtises. À part, je compte pas Cornet comme un attaquant. Non, il y a Nabil Elioui, je crois qu'il est à plus. Ouais, qui est pas un attaquant de base, mais Nabil Elioui, il me semble qu'il est à plus de. Il a joué Mais je veux attaquant dire- quand il a mis ses buts. Hein. Ouais, c'est donc vrai. ça veut dire que t'as quoi? Kitala, il est à 3. Jamal Même pas. Tiaré, il est à 4. Kitala, je crois que c'est même 2. Kitala, c'est 2, ouais. Ouais, c'est 2. Tiaré, 4. Je veux dire, que t'aies pas un joueur qui soit à plus de 10 buts dans le leader, chez le leader de Ligue 2, Ouais. c'est lunaire. C'est là que je disais tout à l'heure que ça tient du miracle et que t'as vraiment une équipe et plus que des individualités. C'est que, je veux dire, on a quand même joué la montée avec Le Havre sur les années où j'étais là. Il y avait Lys Mousset qui était à plus de 15. Il y avait Gimbert, il y avait Duhamel. C'était des joueurs qui finissaient à, j'ai pas souvenir, mais arrêtez-moi si je me 12-13 trompe, buts, à ouais. 8, à Ouais. 10, à 12, voilà quoi. Mais- Aujourd'hui, t'es quand même leader de Ligue 2 avec des mecs qui mettent 4, 2, 6. C'est chaud. Après, pour revenir là-dessus, moi, il y a une saison, je crois que c'est la saison 2005-2006, où tu avais quand même les deux meilleurs buteurs de Ligue 2, hein, à 18 buts, Le Sage et Traoré, et on n'est pas foutu de monter non plus, hein, tu vois. En Ligue 2, historiquement, c'est quand même historiquement. Par exemple, il y a un an, Ajaccio, il monte, il finit deuxième avec 39 buts marqués. En comparaison, Toulouse, c'est 82. Ouais, c'est sûr. Donc, C'est vrai aussi. C'est vrai que la défense. c'est souvent la défense qui prime en Ligue 2. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Après, je trouve ça toujours un peu particulier et je trouve en fait que si t'avais un buteur, un vrai buteur, parce que pour moi, par exemple, Jamal Carré, ça a jamais été un buteur. Jamal Carré, c'est un attaquant pour moi de complément et le fait de l'aligner aujourd'hui à la pointe de l'attaque quand tu joues Guingamp dans le sprint, pas loin du sprint final, je trouve ça dommage. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas un attaquant supplémentaire, un vrai attaquant supplémentaire au HAC aujourd'hui, qui t'aurait assuré la montée. Aujourd'hui, si on est en train de craindre, c'est pas parce que la défense prend des buts. T'as la meilleure défense de Ligue 2. C'est parce que t'es pas fichu de marquer contre Guingamp et qu'il y a trop de matchs. On disait tout à l'heure le nombre de matchs nuls ou le nombre de 0-0. Il y a trop de matchs où t'as pas marqué. Moi, Bah après, je suis d'accord avec Bertrand. Ça fait plusieurs années, enfin surtout 2-3 années qu'en fait on a un souci de buteur. Et ça fait 2-3 années que moi je dis que il faut un pur neuf à côté Ah ouais. de Jamal, quoi. Jamal, moi je me souviens quand il est pris comme un attaquant qui tourne autour de ton buteur. C'est un attaquant qui va te faire des déviations, qui a une énergie folle, qui court dans tous les sens. Mais c'est pas un buteur. Moi aujourd'hui, voir Jamal Tiaré à la pointe de l'attaque du Havre, je vous garantis que ça me sidère. Et sans rien lui enlever, il a ses qualités, il a ses limites, ses défauts. Quoi qu'on peut penser de Jamal Tiaré, c'est un joueur qui triche pas, voilà. Mais voir Jamal Tiaré à la pointe de l'attaque du Havre, ça me sidère. Mais il a jamais été aussi bon que quand il était à côté de Tino. Ouais. Exactement. Mais là, Tino Jamal, pas de problème. Mais Jamal tout Rendez-nous seul en Tino. pointe, le waouh. problème, c'est que t'as Bah, aussi d'ailleurs, une erreur Tino- de casting en prenant Kitala aussi. Hein. Si tu prends Ah oui, totalement. quelqu'un d'autre que Kitala, on n'a pas ce débat-là. Ouais, mais il y a eu de toute façon des erreurs de casting. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, c'est moi ce que je pense, c'est que t'as fait avec tes moyens, t'as fait aussi un peu dans l'urgence quand ils sont arrivés les nouveaux dirigeants et globalement, je trouve que les mercatos sont quand même, plus réussis que ratés globalement. Globalement, t'as quand même des bonnes pioches. Mais c'est vrai que ne pas avoir de buteur, je trouve que c'est c'est le défaut du Havre aujourd'hui, quoi. Alors, les amis, j'ai fait entrer VL, Ah. notre correspondant BFM Normandie, qui souhaitait intervenir. Bonjour et bienvenue à toi. Bonsoir. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu avec nous et c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Ouais. Bah, en fait, au niveau familial, j'essaie de gérer parce que être à la fois passer à la télé et puis faire les émissions, ma femme commence à gueuler. Donc, Voilà. Alors, pose ta question Donc, alors vite fait pour pas la faire gueuler. Ouais. Donc, par rapport aux interventions de chacun, là, de Bertrand en particulier, je sais pas, quand je vous écoute parler, on a l'impression que le HAC est 4e, 5e, 8e. Enfin, vous mettez en avant, c'est vrai, le fait qu'on est en difficulté offensif, et ça, c'est pas une nouveauté, on le sait depuis le début de la saison.
Mais malgré tout, faut remettre tout dans le contexte sur le fait qu'on n'est pas une équipe qui était préparée à la montée, qui n'était pas préparée à jouer les premiers rôles. Et ce qu'on vit, enfin, faut juste simplement kiffer. Enfin, ça empêche pas l'analyse, hein, je suis d'accord. Hein. Mais là, je pars avec le cœur d'un supporter. Je suis pas dans l'analyse footballistique, mais simplement profiter des moments qu'on vit. C'est tellement exceptionnel ce qu'on vit on a tellement bouffé de la merde depuis 12 ans que vivre les moments, enfin, se Ouais, mais plaindre de retenir que l'aspect négatif et pas profiter de tout le reste, je trouve ça un petit peu, mais c'est le climat général que je retrouve pas spécifiquement aujourd'hui par rapport aux échanges qu'on peut avoir ensemble, mais le climat général qu'on peut lire sur Twitter et sur Facebook. Alors c'est pas forcément révélateur non plus, hein, parce que il y a un effet Surtout loop. Facebook, ouais. Ouais, surtout Facebook, t'as envie de te tirer une balle. Hein. Facebook, c'est C'est évité. Ouais, non, c'est évité. C'est Mais voilà, c'est catastrophique. Hein. ce sentiment général que je regrette un petit peu, c'est que voilà, on fait un match nul, somme toute moyen contre Guingamp, faut pas se le cacher, mais on découvre pas nos qualités, on découvre pas nos défauts. Hein, c'est juste les mêmes matchs qu'on a pu faire précédemment. La seule différence, c'est qu'on n'a pas été, il nous a manqué un peu d'efficacité offensive. Mais les matchs contre Laval, c'était un peu le même scénario, sauf qu'on a su retourner le match, la situation sur un but extraordinaire de comment il s'appelle notre défenseur central, j'oublie Sanganté. Contre Niort, on marque 3 buts incroyables de non, c'est Niort, on fait Contre 1-0. Nîmes, ouais. Voilà, contre Nîmes, on en met 3 de triplé de cornet. Ouais. Voilà. On retourne des situations dans le hack time, le fameux hack time où on marque des buts dans la 15 dernières minutes, mais globalement, le contenu des matchs, le dernier match vraiment complet dont je me souviens, vraiment, hein, le souvenir, on a maîtrisé de bout en bout, c'est le match contre Metz au mois d'octobre, à domicile. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait vraiment dominé Metz. Bastia, pareil, on les avait dominés 3-0. Mais depuis, on fait du hack. Enfin, c'est les mêmes scénarios qui se répètent. On joue sur nos qualités, on a nos défauts, vous les connaissez tous, mais on est dans la continuité. Donc voilà, c'était mon intervention du soir et voilà, tout simplement. Et Bertrand, tu voulais réagir par rapport à son intervention? Ouais, non, je partage ce que tu dis. Il faut pas, enfin, je veux dire, il faut pas, il y a aucune raison de s'alarmer, il y a aucune raison d'être défaitiste, d'être négatif, d'être pas de souci. Moi, ce que je dis simplement, c'est que à partir du moment où tu fais la phase aller que t'as fait, mon petit regret, mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je suis hyper admiratif de ce qui se produit et je trouve que c'est assez miraculeux et qu'il faut surtout s'en féliciter, applaudir, remercier, pas de problème. Mon seul petit regret, c'est qu'à partir du moment où tu fais la phase aller que t'as fait, t'es pas été capable d'aller chercher un attaquant supplémentaire. Après, je sais qu'il faut pas non plus bouleverser les effectifs quand ça fonctionne parce que c'est des équilibres qui sont extrêmement fragiles et que parfois, voilà, un petit grain de sable, un mauvais choix peut te pourrir un vestiaire aussi. Donc c'est pas l'idée. Mais je sais qu'il y avait volonté d'aller chercher un attaquant. Il y a des renseignements qui ont été pris. Voilà, c'est mon seul petit regret parce que je voudrais pas, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Je voudrais pas que ce soit ça qui, à un moment donné, te prive pour de la montée. Mais encore une fois, je le crois pas. Je crois que le Havre va y aller et qu'il y aura pas de problème. Mais voilà, c'est pas être défaitiste ou pessimiste, c'est juste que comme disait VL très justement, quand t'as mangé ce que t'as mangé pendant des années et que t'as pour le coup du caviar à portée de main, je trouve que c'est dommage de se priver de la cuillère. Mais voilà, je suis quand même très très optimiste et en effet le Havre fonctionne surtout avec une très grosse défense. Parvient à marquer peu de buts, mais parvient à marquer les buts suffisants. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est pas sur le match de Guingamp qu'il faut remettre tout en cause. Absolument pas. Pour terminer sur ma partie, je ne vois pas plonger. Enfin, je pense qu'on va finir la saison comme on l'a fait jusqu'à maintenant, avec toujours une défense très solide, avec cette capacité à ne pas d'avoir d'occasion contre nous, à ne pas encaisser de but et de temps en temps à marquer le petit but en plus qui nous manque, qui nous permet de gagner des matchs. Ouais. Mais je suis assez optimiste aussi. Je ne vois pas nous d'un côté plonger et de l'autre côté voir d'autres équipes nous passer devant, sauf éventuellement Bordeaux qui est bien lancé.
mais Metz et Sochaux partent de trop loin pour, je pense. Ils vont perdre des matchs. Hein. Ils vont en perdre des matchs aussi. Hein. Ouais. Et puis il y a des confrontations directes qui les attendent. Sochaux va jouer Metz, Metz va jouer Bordeaux. Enfin voilà. Il y a Metz, Et même Bordeaux, contre les Souquet, non petites équipes, Messieurs, juste. les équipes supposées faibles qui vont jouer leur survie, rien n'est fait. Hein. Les Laval, les Niort, tout ça. Bon, Niort, c'est pas le cas parce qu'en ce moment ils sont complètement au fond du trou. Mais Rodez, regarde Rodez, Pau, ils sont allés faire un nul à domicile contre Metz. Ils ont égalisé à 5 minutes de la fin. Fallait y aller quand même. Hein. Donc, et ces points-là qui sont perdus par les gros, c'est des points qu'ils vont pas rattraper. Hein. Et pour nous rattraper, il faut 9 points, 9 points de plus que nous. C'est pas fait en 8 matchs. Gilles, vas-y, tu voulais dire. Ouais, juste pour info, déjà les gars, on parle de Metz comme un prétendant. Metz, ça se trouve dans 10 jours, ça peut être fini aussi pour eux. Ils reçoivent Bordeaux, ils vont à Saint-Étienne. Donc voilà, et ensuite ils vont à Sochaux. Voilà, ils ont un calendrier qui est Ah, ouais. Ils ont leur destin entre les pieds, mais le ballon, il va être en plomb, donc il va falloir quand même faire. Et faut voir en plus notre parcours, vu qu'effectivement on entend parcours, on a les éternels oiseaux de mauvaise augure qui commencent à arriver. Faut voir notre parcours comme une échappée de Tour de France. Et nous, au Havre, on connaît un peu l'échappée de Thierry Marie, qui était parti et qui s'est tapé presque 200 km d'échappée. Faut le voir un peu comme ça. Le but, c'est pas d'avoir 15 minutes d'avance à l'arrivée, il suffit juste d'avoir une seconde d'avance, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Eh ben oui, c'est peut-être qu'on finira en mourant sur la ligne d'arrivée suffisamment parce que l'équipe va arriver rincée, qu'il n'y a pas de rotation derrière et qu'on voit bien que dès qu'il y a un ou deux titulaires en moins, forcément c'est moins bien parce que c'était pas calibré comme ça. Mais c'est compliqué. Et puis il faut regarder un peu notre calendrier. Et que même si on dit oui, ces équipes jouent leur survie, mais à un moment, nous on est leader et c'est à nous aussi de dire qu'on est les premiers et puis ça va le faire. Il n'y a pas de raison d'être plus défaitiste que les autres. C'est comme ça que tu prépares le terrain à la mauvaise surprise. Non, on y croit et puis c'est bon. Et puis si Bordeaux doit nous passer devant, Bordeaux nous passera devant et puis c'est pas grave. Et puis si on reste devant, on restera devant et puis ce sera bien. Et dans tous les cas, on retrouvera Bertrand l'année prochaine et ça c'est le plus important. Ouais. Vas-y, Vel, et puis on va conclure l'émission sur ces bonnes paroles. Quoi qu'il arrive, on n'aura pas de regrets parce que comme disait très bien Gilles, c'est que on a fait une saison incroyable. On a 99% de chances de passer, je pense, personnellement. Même si on passe pas, on pourra dire à la fin de la saison, même si on aura tous la tête dans le sac parce qu'on sera déçus, on aura fait une saison de dingue. Quoi. On aura quand même mérité notre place. On aura été leader pendant 15 journées minimum. Je crois qu'on est leader depuis le mois d'octobre. Voilà, c'est déjà rien que ça, c'est profiter de ces moments-là et puis ne pas se prendre la tête et profiter de l'instant présent, même si c'est stressant parce qu'on aimerait que les matchs type Saint-Étienne ou Guingamp qu'on les gagne. Puis là, on aurait terminé le game, hein, c'est clair. En battant Guingamp et Saint-Étienne, c'était terminé, le dossier était clos et on pouvait commencer à fêter la montée. Bon, voilà, c'est pas comme ça. Et puis, faut être patient et ça va se décanter dans pas longtemps, j'en suis sûr. Moi, si on monte pas, moi, j'aurais des regrets. Hein. Je quitte. On sera très triste tous, clairement, mais. Ah non, tu peux pas ne pas monter en étant premier avec 10 points d'avance à 8 journées de la fin, une fin d'avance. Non. Surtout aujourd'hui où on est à l'époque où il y a beaucoup de remontada. Oh non, c'est bon. Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on conclue l'émission? Non. Moi, encore une fois, je suis assez confiant sur le fait que ça va monter parce qu'il n'y a aucun signe, même si les matchs sont pas toujours forcément très aboutis, qu'évidemment la réaction à chaud peut être négative, mais là, il y a le quotidien, il y a ce qui se passe à chaud, puis il y a la dynamique et il y a ce qui se passe en interne. Et en fait, il y a absolument aucun signe aujourd'hui en interne de démobilisation, tout le monde continue de marcher au même rythme, avec la même envie. Il y a un truc qui est assez fabuleux aussi. Moi, j'ai quelques échos pour le coup de ce qui se passe en interne et franchement, c'est assez incroyable quoi en termes de travail, en termes de compétences, en termes de volonté. C'est une surprise d'en être là pour tout le monde, pour les supporters, mais même pour le club. Hein. Personne ne s'attendait à être là. Le projet, il était sur un peu plus long terme et le projet Ligue 1 et voilà, moi je pense que ça va continuer. Il y aura des matchs nuls, il y aura peut-être une autre défaite d'ici la fin de saison, mais c'est pas grave.
la dynamique fait que, à mon avis, il y aura au moins 3 ou 4 succès, au moins, je dis bien au moins, et que le Havre y sera, voilà. Ça marche. Écoutez, je vous propose de conclure cette émission. Alors, si vous me permettez, je ferai une parenthèse, parce que je tenais à dédier ce numéro à notre capitaine Romain, hein, qui, je l'espère, sera sur pied très très vite. Et je suis sûr qu'il aurait profité de l'animation pour remercier les supporters havrais et le club du HAC pour l'hommage qu'ils ont rendu à son oncle lors du match contre Guingamp. Donc merci à eux. Au nom de Romain. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Merci Bertrand. Merci infiniment d'avoir été parmi nous ce soir. C'était vraiment un plaisir de t'entendre et d'échanger avec toi. Eh ben, plaisir partagé, vraiment. C'était très sympa et j'espère que l'année prochaine, je serai au Stade Océane. J'espère. On t'invitera, j'espère, avant. Merci aux intervenants, merci à toute l'équipe. Merci Gilles d'être venu, merci VL, merci Clément. JCCC pour ton super quiz. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter, ceux qui nous écouteront en replay, que nous avons eu de plaisir à animer cette émission. On se retrouvera très très prochainement dans SpaceHack, probablement entre 2 duels normands, après le match face à QRM et avant le Classico face à Caen. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été là et à très très bientôt dans SpaceHack. Ciao. Bonne soirée à vous. Ciao. Bonne soirée, merci pour l'émission. Avec plaisir.